Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te gêne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le pire des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Et nous sommes mardi le 24 octobre 2017. Bienvenue à vos chiens fous. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour une seconde saison de notre émission des chiens fous. Alors, on a naturellement en réserve de la République nul autre que Claude Veilleux. Salut Claude. Salut. et nous espérons, je dis bien, avoir comme un chien fou en réserve qui est présentement errant. Alors, oui. vous savez, ça arrive des fois parfois à notre émission que nous avons des pitous comme ça. Il doit être perdu, c'est un ancien joueur de hockey, ça doit être perdu entre Washington et Philadelphie. Là. Quelle sorte de chien tu penses que... Ben, Robert Bob Sirois, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis sûr qu'on... les auditeurs fidèles de Radio Infocité le connaissent parce que l'émission sur le sport, ben, c'était lui qui était là au début. Là. Effectivement, c'est vraiment un meuble. C'est un old-timer dans tous les sens. Oui, c'est ça. Sauf que là, j'imagine qu'il a trouvé ça difficile de se déplacer du Grand Nord québécois pour aller dans le studio à Montréal. C'est un peu la même chose pour moi, tu sais, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je salue tous les auditeurs qui... de l'émission On sort les vidanges. C'est sûr que ça fait un petit bout qu'on l'a pas fait, cette émission-là, et qu'elle n'est pas en ondes. Je sais pas si on va la reprendre telle quelle, mais avec tous les événements que nous avons vécus de notre côté, c'est plus facile pour moi de me déplacer ici, chez toi, dans le studio, pour quand même donner un petit coucou à tout le monde, là, parce que là, pour faire l'émission On sort les vidanges, il m'a manqué de temps pour aller à Montréal. C'est important de dire qu'on est en direct du studio des Laurentides, ici à Saint-Jérôme. Oui, c'est ça. Et effectivement, Claude, juste te dire que... je pense qu'il y a, je me fais l'écho de nombreux auditeurs et même, j'ai ouï dire, selon François Saint-Louis, que tu as un véritable fan club qui est en manque de t'entendre, oui. De pouvoir boire tes paroles, de s'abreuver à la fontaine de ta connaissance. Alors, pour moi, c'est toujours un plaisir de t'avoir au sein de l'émission. Puis je pense qu'on va faire un bon petit bout ensemble ce soir. On a un paquet de sujets. Il y a aussi Éric qui va arriver plus tard, lui, c'est ça? Il doit être en campagne électorale. Effectivement, dans le cas d'Éric Dubé, vous savez, Éric, sa conjointe, Annie Vandenabile, fait présentement campagne pour devenir conseillère municipale pour la municipalité de Mirabel. D'ailleurs, on en profite pour lui souhaiter la meilleure des chances. Donc, devrait... On dit l'heure parce qu'on sait très bien qu'Éric travaille beaucoup. Absolument, il est très ils ont une belle petite famille là, de 4 enfants. En plus, les deux, un dans l'enseignement, elle dans l'enseignement, lui aussi dans l'éducation parce qu'il est éducateur. C'est des gens qui doivent être très organisés pour réussir à faire tout ce qu'ils font. Hein. C'est assez exceptionnel, effectivement, et c'est ce qui explique l'absence d'Éric ce soir pour sa chronique Santé, Société, Environnement. Il devrait être de retour, non pas la semaine prochaine, mais tout de suite après les élections. Donc dans 2 semaines. Est-ce qu'on aurait un chroniqueur qui se cache en arrière de son ordinateur aussi? Là? C'est le chroniqueur mystère. En fait, il n'est plus officiellement chroniqueur, bien qu'on s'attend à avoir de sa part. Mais c'est sûr que si on réussit à le piquer, il va parler un peu plus. Oui, puis généralement, on connaît. Je sais exactement où appuyer pour que je réagisse. Alors, je suis pas inquiet. Généralement, on connaît les bons boutons. Oui. Alors, écoutez, on va commencer avec les sujets en rafale de Claude et par la suite, on pourra regarder donc les différents sujets que j'ai à vous proposer. Alors, on y va à fond de train avec Claude Veilleux. Oh, que j'ai manqué. Tchou, tchou. Ben,
OK, station. On n'attendra pas que le train déraille. Oui, c'est ça. Je vais peut-être dérailler plus vite que sur la tour. On va laisser ça à Lac-Mégantic. Ils ont assez souffert. Oui, ils en ont eu assez. D'ailleurs, oui. il n'y avait pas des nouvelles là-dessus sur Lac-Mégantic? Les nouvelles sur... Oui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont à procès présentement. Vous savez qu'il y a 3 responsables. Donc, il y avait le conducteur du train. Qui, lui, justement, aujourd'hui, a dit, je pense que c'est aujourd'hui que ça avait sorti, que, dans le fond, qu'il passait pour un chialeux, un peu, là. Mais je sais qu'il faudrait peut-être aussi aux auditeurs qui peuvent peut-être nous écouter de Hong Kong présentement. Oui. Est-ce que c'était cette affaire-là? Tu vas être bon pour nous dire ça. Parle aux Chinois, là. Alors, écoutez... Parle bien. Pour essayer de faire un récapitulatif un petit peu de ce qui s'est passé, il faut se souvenir qu'il y a un train donc de la compagnie MMA, qui est une petite compagnie de transport ferroviaire, qui utilisait un chemin de fer sans vraiment en faire grand entretien, puisque les rails en question appartenaient, si je me souviens, au Canadien Pacifique, et l'exploitant lui-même, MMA, entretenait très très peu ses locomotives et son équipement. Et il transportait du brut, si je me souviens, à bord donc de dizaines et de dizaines de wagons conteneurs de pétrole. Est-ce que c'était ça le pétrole qui vient du Nebraska puis de ces coins-là, hein? Parce que je pense qu'il est plus inflammable la façon. Effectivement, c'était une forme de pétrole qui effectivement a tendance à être plus inflammable. Donc, le conducteur du train est à la fin de sa journée de travail, immobilise le train à l'extérieur de Lac-Mégantic sur une espèce de petite colline. Oui, c'est ça. Ben, il faut le dire aussi, peut-être petite parenthèse, comme je viens de la Beauce, à chaque fois que je passe par la Beauce, je passe par Lac-Mégantic, forcément. Puis, c'est... après Lac-Mégantic, tu as un village qui s'appelle Nantes et Milan. Ça passe dans ce coin-là. Et voilà. Nantes. C'est à Nantes, effectivement. Et tu vois qu'il y a une petite pente, là. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais tu vois qu'il y a une petite pente. Alors, quand j'ai entendu dire qu'il aurait peut-être pas mis les freins, ben là, c'est sûr que tranquillement, le train s'est mis à rouler tranquillement vers Lac-Mégantic. Mais il passe en plein milieu du centre-ville. Et voilà. Là. Donc, est-ce qu'ils avaient été appliqués ou non? Ou est-ce qu'il y avait une défectuosité mécanique sur... Ce qu'on avait su, c'est que normalement, lorsque le train est arrêté comme ça, normalement, le chauffeur aurait été supposé d'aller mettre les freins sur peut-être pas tous les wagons, mais au moins à 1 sur 2, 1 sur 3, je sais pas. Une procédure, quoi. C'est une procédure, c'est ça, mais c'est une procédure qui n'a pas de sens. En principe, la locomotive était supposée d'être capable de retenir toute la marchandise dans la mesure où elle fonctionne. Mais il y avait eu un petit incendie puis ça, c'est ce qu'on avait appris après, qu'il y avait eu un petit incendie, que les pompiers étaient venus, puis pour cette raison-là, les pompiers avaient demandé que la locomotive soit éteinte. Mais je pense qu'il n'y avait pas eu personne de la compagnie qui s'était présenté par la suite pour s'assurer que la locomotive était redémarrée. Puis là, ben, c'est ça. Qui est responsable en bout de ligne? Puis vous savez, quand c'est arrivé cette affaire-là, on partait, moi puis ma conjointe, je peux dire ma femme, même si on n'est pas encore mariés officiellement depuis 26 ans. Puis comme moi, c'est mon patelin, on s'en allait dans le bas du fleuve, puis on prévoyait revenir vers la Beauce. Effectivement, parce que quand on a fait notre tour dans le bas du fleuve, revenu vers la Beauce, puis on est allé jusqu'à Lac-Mégantic, et là, bien entendu, c'était bloqué. On a parlé à des travailleurs sociaux, puis comme ma conjointe est travailleuse sociale, elle avait offert ses services, mais bon, ça marchait pas comme ça, là, c'était pas... Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que pendant un bon bout, il y avait ma tante qui était dans les noms des personnes disparues, qui était là, mais finalement, on l'a appris assez rapidement qu'elle n'était pas une victime. Elle était saine et sauve. Oui, c'est ça. Donc, somme toute, c'est ça, le train, donc, a... continuer sa route, lentement, donc lentement en accélérant et en arrivant au bas de la pente. Ben, le bas de la pente, ça se trouve être le centre-ville du village. Puis un de croche, Lac. comme on dit. Là, c'est sûr que les wagons qu'ils avaient pris, ben ils pouvaient pas rester. Ça a déraillé. C'était en fin de soirée. C'était une fin de semaine. Parce que si je ne m'abuse, vendredi ou un samedi, et non si je m'abuse, oui. ça fait très Roson ou Salvaille en fait. Oui, c'est ça. Sujet dont nous aurons le loisir de revenir un petit peu plus tard. Mais somme toute, donc... il y avait 40 quelques... Absolument. Et le centre-ville complètement dévasté, un brasier infernal qui avait duré pendant de très nombreuses heures. Et tu sais que quand on connaît un patelin,
quand on passe souvent par un endroit où après ça, tu dis, bon, mais là, il y a eu une grosse catastrophe. Là, c'est facile de le dire après coup, mais je vous le jure, là, à chaque fois que je passais là, je disais, c'est bizarre, parce que ça passait vraiment dans le centre-ville. Là. Puis, je disais, à chaque fois, j'avais la même réflexion. On se croirait dans un album de Lucky Luke. Là, oui, ben oui, avec le village est construit autour de la traque. Oui, c'est ça. Ah, oui, puis, je trouvais ça bizarre, parce que je voyais bien que c'était des citernes, même si je ne suis pas un spécialiste. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Ben, je n'ai jamais pensé que ça pourrait arriver comme ça. On voit ça, ces grosses citernes-là, souvent, par exemple, quand on voit un train défiler, là, c'est généralement des gros wagons noirs avec un cylindre au centre, et c'est écrit souvent, ça va être écrit Procar en blanc, là. On voit ça souvent. Là. Alors, moi, j'ai vu ça défiler toute ma jeunesse. Moi, j'étais à Pointe-aux-Trembles, à Montréal-Est, dans l'est de la ville. Ben, sur le boulevard, ça attraque du boulevard industriel à Montréal. Entre autres, moi, je suis petit cul dans le tic. On les voyait passer, on allait mettre des 25 cents ou des... On n'avait pas de pièces encore. Non, mais les 25 cents qu'on mettait sur les rails pour les aplatir. C'est ça, c'est ça. Donc, on a été à même ou des scènes noires. Attention, les gars, vous allez faire dérailler le train. Là. Oui, c'est ça, avec la scène noire. Attention avec la scène noire! On l'a déjà entendu. Oh, oui. Bon, ben ça, c'était pour nos auditeurs d'Hong Kong et d'ailleurs. Là, mais la nouvelle d'aujourd'hui, par exemple, pour revenir avec ce qui est arrivé, le procès était commencé. Puis, la nouvelle que j'ai entendue, là, tu me corriges. Ben, il y a 3 accusés pour le procès en question. Je parlais du conducteur et semble-t-il... Monsieur Harding. Ce qui aurait été dit aujourd'hui, c'est qu'il passait un peu pour un chialeux, justement, parce qu'il demandait... certains correctifs. La locomotive faisait dur, qui était endommagée, puis ainsi de suite. Puis c'était un chialeux. Il passait pour un chialeux. Puis tu sais que je n'étais même pas au courant de cette nouvelle-là. Là. Ben, si je l'ai vu. Moi, je ne parlais pas de celle-là en passant. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ils ont fait une étude là, sur les jeunes. Là-bas pour leur état psychologique suite à s'il y a un impact, il y a eu des impacts concrets en lien avec ça. Les auditeurs me pardonneront, mais semble-t-il que j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est assez. Les gens qui ont eu des pensées suicidaires, des jeunes qui se molestent, ça a un gros impact parce que c'est une petite communauté, là, forcément. Je comprends, écoute, la catastrophe, là, c'est le centre-ville au complet là, qui est en flammes. Là. Puis pour ceux qui ont vu les images là, sur le moment même, tu vois, là, c'est pas juste une petite boule de feu. Là. Non. Les gens qui sont à l'extérieur, juste le traumatisme qu'ils ont pu vivre à voir que par là, c'est le village, et on dirait qu'il y a un champignon de bombe atomique. Là. C'est ça que l'impression que les gens avaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand les explosions avaient lieu, ça faisait littéralement ça. Ah non, ils se sont empilés les uns par-dessus les autres, et là, ça a fait un brasier assez incroyable. Puis on le voyait en direct sur le web, il y avait des gens qui filmaient puis qui diffusaient, puis on voyait à chaque fois que tu entendais un wagon, à toutes les 5-10 minutes à peu près, tu entendais un gros boom, puis tu voyais le gros champignon, puis là, ça continuait. Voilà, tout ça pour dire que... J'ai plus besoin de logiciel d'effets spéciaux, finalement, avec François. En tout cas, on espère que les services sociaux et tout sont bien organisés, puis je pense que c'est le cas. Mais simplement dire au reste des citoyens du Québec d'avoir une petite pensée aussi à eux, parce qu'il y a quand il arrive quelque chose comme ça, c'est une chose, mais il y a aussi le après. L'après. Oh oui, tout à fait. L'après. Alors... C'était pour Mégantic. Oui. Lac Mégantic, pour ceux qui voudraient vous savez, quand vous allez vers Sherbrooke... En Estrie. En Estrie, là. Quand vous allez vers Sherbrooke, finalement, c'est pratiquement la fin de l'Estrie. Parce que pas longtemps après, là, une 60aine de kilomètres, t'es rendu dans la Beauce. Est-ce que tu sais si il était censé avoir des indemnités de la part du gouvernement fédéral, et je sais que ça tarde depuis très longtemps. Est-ce que tu sais si ça a été versé? Non, pas au courant du tout. Okay. Non plus, j'ai pas rien vu passer. Parce que ça, écoutez, là, on envoie comme au-dessus de 50, c'est pas 60 milliards de dollars à Ottawa par année. Ça serait bien, à un moment donné, qu'il y ait de l'argent qui soit débloqué. On sait qu'il y en a, par exemple, pour les inondations au Manitoba. Il y en a eu pour les feux de forêt en Alberta. Ça n'a pas l'air à déranger Tipit Trudeau de faire des déficits. Hein? Vous avez vu la nouvelle, en 2023, il devrait avoir creusé le déficit de 100 milliards de plus. Mais ça se peut pas, ça. T'es de mauvaise foi, Claude. En tout cas, j'ai vu ça sur un site, je pense que c'était Radio-Canada. C'est que je dénonce pas mal, donc si je peux me fier à Radio-Canada là-dessus. Question, est-ce qu'on peut se fier à Radio-Canada? Oui, d'autres nouvelles, vous savez, il y a
le député libéral fédéral qui a remporté les partiels dans le coin du lac Saint-Jean. Richard Hébert, c'est ça. Je ne les connais pas outre mesure, sauf qu'on risque peut-être d'en entendre parler, semble-t-il, de ce monsieur-là. Aurait peut-être trempé dans des choses, mais ça, c'est sous toute réserve. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est la réaction. J'ai vu une photo passer avec certains gros noms de la première décennie 2000 liés au PLQ. Et il y avait notamment aussi, il y avait Denis Coderre qui était là, mais il y avait des gens aussi, des receveurs d'ouvrages à la mine patibulaire et à la réputation douteuse. D'accord. Alors, simplement dire à nos auditeurs de Radio Infocité, vous savez, on est des nationalistes, on aurait bien aimé que le Bloc fasse un meilleur score. Bon, il a fait 5% de plus que la moyenne générale des élections en 2016. Ouais, mais il a eu 23% le Bloc, mais... mais selon moi, c'est attribuable à la faiblesse du NPD. C'est même pas parce que le Bloc a bien fait, là. Oui, mais ce que je voulais simplement dire par là, c'est que nous, comme nationalistes, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'une région nationaliste vote nationaliste. Mais bon, là, on est au palier fédéral. Puis, bien entendu, si on regarde, Couillard est dans une circonscription qui recoupe celle-là, puis c'est quand même quelqu'un qui n'est pas un nationaliste, c'est bien lui. Mais vous savez, cette région-là, ça appartenait au fédéral à Denis Lebel. Donc, c'est des gens qui se disent, ben beau là, de passer pour le château fort des nationalistes au Québec, mais nous aussi, on va être représentés à la table. Donc, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ils se sont tournés de bord, eux, puis ils ont dit, nous autres, on veut pas juste voter pour le fun de voter puis aller protester. Alors, il y a ça aussi là-dedans. Je suis un peu déçu de voir la performance, non seulement, oui, du Bloc, 24%, Parti conservateur, 25%. Y a-t-il un effet Justin Trudeau? Forcément qu'il y en a un, mais il y a aussi l'autre effet, c'est celui-ci. Moi, j'en ai parlé souvent. On sort les vidanges au moment même où on vivait les élections fédérales. J'avais le lendemain des élections, je crois, à l'émission On sort les vidanges, j'avais rapporté que dans la ligne pour aller voter, des propos que les gens se tenaient. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le vote monarchique. Le vote monarchique regarde pas trop, souvent, vous savez, le vote monarchique, tu vas voter pour ton chum ou celui qui est là, qui est le notable de la place. Surtout quand on parle d'un candidat. Tu reconnais le notable de la place, puis tu dis, on va l'encourager parce que pourrait peut-être avoir un retour d'ascenseur éventuellement. Puis, Et voilà. Puis, voter pour le pouvoir. C'est très, très, très important, ça. C'est pour ça que toutes nos critiques qu'on adressait à nos propres partis concerne justement ça, c'est-à-dire une réalité de l'électorat et non pas d'être dans un monde utopique pour arriver avec des nouvelles idées, que moi j'appelle souvent des patentes à gosse, puis de parler réellement aux gens. Alors là-dessus, c'est sûr qu'on aurait aimé que les gens disent hey, moi jamais de la vie, avec une mauvaise performance comme le Parti libéral de Justin Trudeau a depuis surtout quelques semaines, Mélanie Joly et compagnie, un multiculturalisme débridé, Justin Trudeau qui est vraiment c'est une couille molle. Là, complètement tu comprends pas, il n'y a pas de jus dans le cerveau, mais là, quand on enlève ça, les gens sont pas caves. Ils disent, je vote pour lui, oui, mais je vote pour un parti qui est là en plus au pouvoir. Est-ce que, je vais aller voter pour Andrew Scheer, qui me semble, par exemple, le Parti conservateur, le chef du Parti conservateur, le type me semble vraiment bien pour honnêtement, moi, je trouve ça... Mais il n'est pas connu, là. Non, mais je trouve... Oui, mais justement... il me semble que ça aurait été intéressant de voir Scheer puis son équipe sur le terrain davantage puis d'en entendre plus parler. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à s'illustrer davantage, surtout dans un comté qui votait, qui leur appartenait en fait. Fait que c'est vraiment comme la mouvance du Parti libéral qui s'est réinscrit. Et je pense que, encore une fois, le Bloc, Martine, de son côté, je pense qu'elle n'a pas fait le job. Oui, mais en même temps, ça, c'est dur. Autrement, c'est dur de leur demander de faire plus à l'intérieur du logiciel dans lequel ils œuvrent. Tout était basé sur... Puis encore là, c'est une autre chose que je disais aussi. Tu sais, je ne veux pas me citer, là, mais je vais être obligé de le faire. C'est-à-dire... non, mais c'est... Alors, Dixit Claude Veilleux, 2 points, ouvrez les guillemets. Non, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on disait?
Alors, qu'est-ce qu'on disait à l'émission sur les vidanges? On en a tellement parlé aussi avec François Saint-Louis. Il paraît que tu faisais une émission, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu faisais une émission le lundi soir, je pense. C'est ça, je m'auto-cite. Mais c'est parce que je fais référence à ça, parce que si je suis seul dans ma cuisine, je le disais dans ma cuisine, au moins là, je peux le dire, je l'ai dit à la radio. Retournez dans les audios, vous allez le retrouver. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du côté du Bloc, et même d'une certaine façon aussi du côté du PQ, mais là, les enjeux sont ailleurs. On ne pouvait pas se fier simplement à une lutte contre Énergie Est pour espérer remporter contre le gouvernement central. Contre le fédéral, qu'il soit un gouvernement libéral ou fédéral. Voyez-vous, là, ça tombe. Là. Donc, l'œuvre est utile. Le Bloc, ça a été bien. Il y a des gens qui veulent que le pétrole ne passe pas dans notre cours. Ouais, c'est très bien, mais c'est pas, il y a quelque chose qui me fatigue, c'est pas significatif au niveau de l'électorat. Il y a quelque chose qui me fatigue avec le Bloc, puis il faut que je te le dise. Là. Regarde, moi, là, je me souviens avec le chef par intérim du Bloc, Réal Fortin. Réal faisait des sorties, puis il partait, il faisait des envolées au Parlement, à la Chambre des communes. Et honnêtement, je trouvais qu'on était bien représenté dans ce qu'il disait. Entre autres, par rapport à Énergie S. Hein? Moi, je l'ai entendu, entre autres, sur Énergie S, dénoncer la situation puis dire que le Québec faisait cavalier ça. Je l'ai vu se battre dans plusieurs dossiers. Martine Ouellette est où? On l'entend pas. Tu me dire, on l'entend pas à la Chambre des communes, mais on pourrait peut-être l'entendre des médias, par exemple. On pourrait peut-être l'entendre mais tu sais comment à la fonctionnent télé, les médias radio, aussi. Regardez, par exemple, on va faire un petit saut, le coq à l'âne. On va aller sur les élections municipales à Montréal. Donc, les élections municipales au Québec, toujours pour nos auditeurs de Hong Kong, c'est la même date. C'est les élections municipales, c'est la même date pour toutes les municipalités. Mais à Montréal, comme c'est la plus grosse ville, bien entendu. Mais regarde l'exposition qu'on donne à Valérie Plante. Je veux bien, là, moi, le premier, là, en blague, je disais souvent, moi aussi, j'ai ma campagne « Balance ton porc ». Puis je balançais Coderre. L'air de très bien s'entendre. Valérie Plante, l'homme de la Valérie situation. Plante, là, c'est vraiment n'importe quoi. Tout ce qu'on dénonce. C'est l'homme de la situation. C'est ça. Tout ce qu'on dénonce de cette gang qui font affaire avec ce qu'on appelle le white guilt, là. La culpabilité blanche, le multiculturalisme débridé, tout l'agenda Québec solidaire x10. Est dans ce mouvement-là, est dans Valérie Plante. On sait très bien que Valérie Plante, c'est quelqu'un qui est allé faire des sessions pratiquement, entre guillemets, de messe noire, là, pour aller s'accuser de tous les maux pour dire que c'est une blanche. Ils font partie du Broadbent Institute. Puis quand tu regardes toute la toile qui tisse autour de ces gens-là, t'es en train de me... Non, mais honnêtement, t'es en train de... je vais laisser tomber, mais je vais juste terminer en disant ceci, c'est que même si on peut détester Coderre, rendu à choisir entre Valérie Plante et Coderre, je n'aurais pas le choix. Regarde, moi, je vais... Coderre. Je vais le dire. Les Montréalais sont mal foutus en bâtard. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Être mal foutu de même. Là. Puis je parlais avec un ami à Montréal, Gilles Parr, on le salue. Alors, je jasais avec Gilles, puis Gilles dit Valérie Plante. Ouais, mais t'as-tu lu son programme? T'as-tu écouté? Parce que lui, c'est Anybody but Coderre. Tu sais, c'est ça. On veut se débarrasser du gros Denis, de sa mouvance qui encourage l'islamisme presque à mots couverts. Là, tu me dis, ouais, mais là, il a déjà dénoncé Charkaoui, puis il a déjà dénoncé Hamza Chaoui, puis... Non. Alors, regarde les positions qu'il fait, regarde à qui se tient, puis regarde ses ajustements et ses prises de position. Puis ça, c'est quand il donne pas carrément, non seulement dans le multiculturalisme, mais dans l'espèce de petit courant d'appropriation culturelle, dans aussi la reconnaissance, par exemple, des droits des Premières Nations, et en particulier des Mohawks sur l'île de Montréal, qui auraient déjà habité sur l'île de Montréal, qui n'ont jamais habité sur l'île de Montréal. Ceux qui ont été là, c'était des convertis qui venaient à l'époque de la Nouvelle-France. Ça n'a jamais été un territoire Mohawk. Mais vois-tu, c'est ça l'affaire. Et c'est colporté justement par Valérie Plante, ça. Ah, c'est toute cette mouvance-là de culpabilité. Sainte-horreur de ça. Non, écoute, regarde. Puis c'est sur question amérindien, pour finir là-dessus, pour pouvoir comme clore le débat, c'était les Iroquois du Saint-Laurent qui étaient là, qui n'étaient pas des amis
des Mohawks et des nations qui étaient sur le bord des Grands Lacs, qui était la fédération, là, qui était nos ennemis jurés finalement, qui était l'ennemi juré d'à peu près comme 95% des tribus amérindiennes. Et c'est ces tribus-là, les descendants de ces tribus-là, qui revendiquent le territoire de la vallée du Saint-Laurent et de l'île de Montréal, alors qu'ils n'ont jamais été ici. Et c'est eux qui sont responsables d'un génocide auprès des Hurons. Ils ont massacré les Hurons, ils les ont scalpés, ils ont violé les femmes, ils les ont enlevés, puis les enfants, même. Puis là, c'est ces gens-là, mais tu sais, c'est des bons sauvages. Hein? Rousseau, il en a parlé des bons sauvages. Ils sont gentils, les sauvages. Et, tu sais, quand on parlait de boutons tantôt. C'est ça. Là, tu nous parler de Wolf, pas de Wolf, mais de Hammers, ça aussi, là. Oui. Parenthèse. Non, mais... Lâche Rousseau, là, ça, c'est avant, ça. Pas tout de suite, mais regarde, si tu veux, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais je veux juste faire un petit peu de pouce qu'est-ce que Claude disait, parce que Simonac, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Bon, en gros, sans partir le débat tout ça, je vais... Mais jusqu'avant Rousseau, je suis entièrement d'accord avec toi. Rousseau, ça, on s'en reparlera pareil. Oui, mais souvent, Rousseau est mal lu ou pas lu du tout, pas compris. Oui, par bride, c'est ça. Mais il y a une chose qui est certaine, juste petite parenthèse là-dessus, le monde du débat intellectuel se sépare entre voltairien et rousseauiste. Hein? Oui, mais c'est correct. On peut faire une critique de Rousseau, j'ai aucun problème avec ça, puis on en a déjà parlé, Christian. Mais Rousseau, faut le remettre dans le contexte historique aussi. Puis un grand écrivain, puis incroyable. Juste pour reprendre la fameuse phrase que tout le monde reprend. Je ne te dirai jamais que Rousseau est un nulard. Je te dirai pas ça. Moi, ce que je te dis, c'est que la fameuse phrase que tu allais prononcer, pour moi... Vas-y, je vais te laisser la dire. L'homme à l'état de nature est foncièrement bon. C'est la coercition sociale qui le rend mauvais. C'est la société qui le rend mauvais. C'est la société qui le rend mauvais. À la limite, je veux dire, on pourrait critiquer ça. De toute façon, moi, je dirais, je corrigerais en disant que il est ni bon ni mauvais. Il est juste là. Mais c'est tout. Mais la société corrompt, le communisme puis le socialisme sont basés là-dessus. Fait que si tu loges à l'enseigne Bisounours, Calinours, de Québec solidaire et maintenant Feu Option nationale, ben écoute, t'étais à la bonne place. Pour moi, ça vaut pas de la chenoute. Ça vaut pas une mais c'est vrai qu'il faut pas aller... mais faut pas... Je vais te sortir une belle phrase toute faite, le Christian, puis c'est sûr, ça fait prêt à penser, je suis bien d'accord, mais il reste quand même que c'est vrai. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est ça. Puis, surtout pas Rousseau. Non, c'est ça. Faut en prendre, faut en laisser. Je ne rejette pas tout. Il faut créer. Je suis d'accord pour amener une critique, mais en fait, ce qu'il faut critiquer, c'est même pas... Oui, Rousseau est critiquable, mais même pas pour les raisons que tu dis. Moi, je pense que c'est ceux qui interprètent Rousseau qu'il faudrait critiquer. Exactement. Et c'est ça la différence. Parce qu'il y en a qui vont manipuler la pensée de Rousseau, justement, puis qui vont ramener ça à leur sauce. Du monde qui manipule en politique, ça n'existe pas, François. Parce que si tu prends, par exemple, en enseignement, puis pas juste au Québec, quand on est arrivé avec la réforme, les gens qui promouvaient la réforme se réclamaient de Rousseau, alors que ceux qui étaient contre la réforme, on les affublait d'être plus voltairiens. Mais pour moi, ça n'a aucun rapport avec Voltaire et Rousseau comme homme et comme pensée. C'est l'interprétation, comme tu l'as dit, qu'on donne ensuite. Exact. Mais bon, écoutez, je vais simplement lire ce que j'ai sur ma feuille. Tu me diras si ça fait partie de tes sujets. Par exemple, j'ai marqué ici que Penelope McQuaid et Patricia Tulane portent plainte contre Gilbert Rozon. Je veux pas ça, garde-toi. Regarde, fais-toi plaisir. Il y a ça. Ben écoutez, moi, selon toute cette affaire-là, vous savez, Julie Schneider contre Gilbert Rozon aussi, là, dit qu'elle a été agressée, voilà. Qui a fait une sortie et non qui se l'est sortie. Mais vous savez, ça peut être une... Ok, c'est de mauvais goût, je fais une rétractation. Mea culpa, Max, mea culpa. Mais j'ai eu beaucoup de discussions aussi avec ma femme qui est travailleuse sociale, tout ça, et il y a un aspect d'abord qui m'a tout de suite énervé là-dedans, mais en parlant, j'ai pu mieux comprendre quand même le côté positif de ces dénonciations-là, même s'il y a quelque chose qui m'agace foncièrement. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on devrait, tous les hommes de bonne volonté, on peut se retrouver sur certains points. On va voir si on va se retrouver. Écoutez, quand ça sort, vous savez que dans la vie, il y a des rumeurs. On apprend des choses, puis à un moment donné, les rumeurs s'intensifiant, on finit par se faire une idée du bonhomme.
Moi, Éric Solvay, j'avais rien entendu à propos de ce type-là. Mais Gilbert Rozon, à chaque fois que j'y vois la face depuis des années, j'ai le goût de fesser. Mais ça fait longtemps. D'accord, ça fait longtemps qu'on le sait. Là. Ça fait longtemps que ça traîne, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un trou du cul. Mais plus que c'est ça, aussi simple que ça. Il avait reconnu sa culpabilité. Si vous vous souvenez, il y a environ une douzaine d'années, je me souviens plus exactement. 2018, les accusations que... Oui, ben écoutez, ça s'était passé au manoir Rouville-Camba. Puis à ce moment-là, donc, il y avait eu... Et alors que les procédures se déroulaient, Rozon continuait son œuvre. Mais oui. Hein? Il n'a jamais arrêté. Il exprimait des regrets, alors même qu'il continuait à... du moins, c'est ce qu'on entend jusqu'à maintenant, là. Il n'y a pas eu encore d'accusation criminelle, mais il y a une présomption forte compte tenu du nombre de personnes qui ont déposé plainte et qui font des sorties publiques. Fait que ça donne une certaine valeur, une certaine caution aux gens. Parce qu'en temps normal, moi, je vais te dire que je suis assez rébarbatif. Tant que le dossier n'est pas judiciarisé, puis qu'il n'y a pas des accusations formelles, et qu'il n'y a pas une reconnaissance de culpabilité. Mais moi aussi, j'ai un peu de misère, tout à fait. Ben, on a eu... La société de droit. Là, oui! Sinon, c'est le Far West. Exact, Sinon, c'est le Far West. Sinon, c'est comme, la justice populaire. Pendons-le, regarde, on le prend après la branche d'arbre là-bas, on le met sur le cheval avec les mains dans le dos, puis let's go. Dans les deux cas, on parle du meilleur et du pire, mais je préfère quand même la société de droit. Voilà, et c'est tout là ce que je voulais amener, c'est-à-dire, mais j'en suis venu à penser ça, mais il faudrait d'abord faire un récapitulatif. Quand est arrivé ces histoires-là là, de culture du viol, puis donc que je dénonçais, là, puis que je dénonce encore là, en passant, là, toutes ces idées-là qui viennent des social justice warriors, tout ça, qui vont arriver, qui vont partir dans les universités, puis qui vont apprendre que un professeur a peut-être couché avec une étudiante, puis là, ils vont placarder, lui, c'est un trou de cul, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Ça, j'ai toujours dénoncé ça, et je vais le dénoncer pour la raison que ça met à mal le principe de l'état de droit. Par contre, on vit dans un monde où ça n'a pas le choix d'arriver. Parce que là, ça dépasse ces groupuscules-là de Social Justice Warriors. C'est-à-dire qu'il y a des dénonciations qui se font en meute, en masse. Il y a un côté négatif, mais en même temps, sachant comment le monde fonctionne, sachant qu'il y a une faillite de la justice là-dessus. Il y a une faillite de nos processus, il y a une faillite de la police. Je pourrais raconter pendant des histoires complètes des choses que j'ai vues dans mon entourage proche, des plaintes qui ont été faites à la police sur ces natures-là, où le policier va répondre des trucs du genre, là. Ouais, mais, tu sais, le gars, là, peut-être que vous l'avez un peu allumé. Ou bien des choses que moi j'ai vécues. Puis je vais le raconter sans aucun problème. Ma maison là, qui vient de passer au feu, là, que je réintégrerai à un moment donné, ben j'ai ma fille puis ma femme qui me disent « Hey, il y a un gars qui se présente tout nu, là, qui se tient tout nu dans l'embrasure de la porte en face. » Fait que là, moi, je pars à rire. Je dis « Ben non, il est sûrement passé par là. » Puis là, quand ça fait 2-3 fois qu'ils me disent « Hey, ben, je prends ma guitare, puis je m'installe sur le divan dans le salon dont la fenêtre donne juste en face de la porte de l'autre côté de la rue. Et là, je m'installe, puis je décide une bonne heure ou deux, puis rester là, puis ça n'a pas pris 15 minutes, puis je le vois tout nu, à côté sur le seuil de la porte. Alors, je n'ai fait ni une, ni deux. Comme dans le temps, là, tu te souviens, au stade olympique, tu avais la mode des nuits vite. Tu allais une game de baseball, des expos. Puis là, ça sautait sur le terrain à poil, toi, puis là, ça se faisait courroyer par les gardiens de sécurité. Mais tu sais qu'il y a une école pas loin, hein? Les enfants passent par là. Oui, ben t'as Marie Boisé. Oui, c'est ça. Et là, moi, je ne fais ni une ni deux. Je pense pas appeler la police. Moi, je pense à traverser la rue en courant et en criant. Et le type, il se sauve, il entre à l'intérieur de la maison, mais il ne ferme pas la porte. Donc, j'ai eu le réflexe de ne pas entrer dans sa maison, mais de rester sur le pas de la porte et d'y chanter des bêtises. Pour dire qu'il y en aurait pu. Si pas faire de passer par en arrière. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, lui, il pourrait plus passer. Tu sais, j'ai dit, s'il recommençait ça, en criant, bien fort, pour qu'en même temps, les voisins le sachent que j'avais vu quelque chose et que je ne le tolérais pas, que si jamais il refaisait ça, il y en aurait plus de petits bouts qui dépassent.
C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que là, j'ai réintégré mes quartiers, puis ça n'a pas été long, 2-3 jours. On a vu m'emmener un char de police en face, là, puis on n'a pas eu de nouvelles de cette personne-là. Et des histoires comme ça, j'en ai. Oui, j'en ai plein, où les femmes... T'as une minute, c'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. Il y a eu la plainte. Il y a eu la plainte. Oui, mais il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis. La plainte de Sophie, elle a appelé la police. Mm-hmm. Est-ce qu'il a répondu? Oui. S'il avait été beau, est-ce que vous nous auriez appelé? C'est ça que la police a répondu. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que comme il y a une faillite de la justice en ces matières-là, qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'effet de meute. La masse va se faire justice. Moi, je veux juste... c'est malheureusement une vérité, puis excuse-moi, le Christian, mais je restais sur... Mais c'est juste pour faire 2 secondes sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il est pas content, là, je l'ai coupé, là. Ben non, mais... Ah non, mais regarde, tu prends ton piton, le puis coupe-y, le sifflette, là. Bon, ouais, c'est Christian, de toute façon, ça... Non, c'est correct. Vas-y, là, finis là ta phrase. Bon, on va y aller avec une pub. Qu'est-ce que tu voulais dire, Christian, par rapport à ça? Ouf, Harry. Laisse donc faire. Ben non, mais moi j'enchaînais simplement avec une petite phrase parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est que t'as plus le choix. Quand on croit plus en la justice, effectivement, tu finis par avoir la justice populaire qui prend le dessus. Puis c'est malheureusement vrai que il y a un gros malaise. Et au final, j'ai aussi autre chose à dire par rapport à tout ce dossier-là. Loin de moi de vouloir critiquer les victimes potentielles ou avérées de ce Gilbert Rozon-là qui sortent, mettons, des années après. Je peux comprendre que ces gens-là, c'était leur gagne-pain d'une certaine façon, puis ils s'attaquaient trop à un monstre sacré pour l'avoir dénoncé en temps et lieu. Ça, je peux le comprendre. Mais ce que je vais dénoncer, je vais le dénoncer toujours, puis je vais le dénoncer encore, puis je vais le dénoncer là. Combien de personnes étaient au courant de ça, puis allaient quand même prendre des bouteilles de vin, puis aller souper avec lui? C'est ça, mon problème. J'en ai vécu des situations là, d'hypocrisie qu'il y avait autour de ça. C'est pas l'hypocrisie, c'est des gens qui agissent parce qu'ils tirent un bénéfice personnel. Donc c'est pas une question d'hypocrisie, ces gens-là acceptent la commission d'actes illégaux, d'actes criminels pour obtenir un retour d'ascenseur par leur silence, par une forme de complicité. Récompense-moi. Et ça, il doit y en avoir là. Moi, je vais dire un chef, il doit en avoir au moins 200 personnes qui devraient se sentir très mal. C'est plus que je donne un chiffre comme ça, Claude. Peut-être 1500, mais ce que je veux dire, des personnes qui étaient au courant vraiment puis qui devaient savoir que tel ou tel acte avait eu lieu et là, de façon tacite, s'assoyaient quand même avec lui, allaient souper avec lui, prenaient des verres de vin avec lui et tacitement, on sait psychologiquement ce qui se passe. Je sais que tu sais que je le sais, donc maintenant, je fais partie de la gang. Récompense-moi. Ça, c'est sûr qu'il y en a eu des cas comme ça. Puis ici, l'idée, je pense, c'est même pas de pointer du doigt quelqu'un. Voilà. On pourrait en pointer un paquet, puis c'est pas ça l'idée. Puis c'est pas de dire non plus, ça, regarde, toi, tu dénonces maintenant, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Non, c'est ça. Puis on pourrait dire ça, mais c'est même pas là qu'est la question, parce que c'est vrai c'est là que je suis pas là. Il y a une question de courage aussi là-dedans. Oui. Mais, on avait parlé à la dernière saison d'expérience de milligrammes. On se souvient ce que c'est. Tu sais, la fameuse... Milligrammes, il fume, ça, là? Non. C'est l'expérience sur les chocs électriques. Milgram. Le conformisme. Milgram. Excuse-moi. Ouais, non, mais... Je l'ai dit en français. Non, mais t'as dit milligrammes, non? Non, j'ai dit milligrammes. OK. C'est pas de problème. Puis, c'est ça, tu sais, c'est l'expérience sur les chocs électriques. Puis cette expérience-là, on s'en est servi pour démontrer comment, durant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, comment est-ce que les gens faisaient pour obéir à des ordres qui étaient aussi... Mais tu sais que j'ai lu justement là-dessus, cet été, j'ai lu là-dessus, c'est un professeur de psychosociologie qui s'appelait Jean-Léon Beauvais. Il disait, lui, puis il faisait référence, je ne sais pas si c'est à cette étude-là particulièrement, où on demande à des gens de donner des chocs électriques ou pas, mais lui, il parlait des 3 modes d'obéissance. Peut-être juste pour situer les auditeurs, l'expérience de Milgram, dans le fond, ça consistait, tu avais un docteur qui était sur place, qui était de mèche, avec la victime qui était sur un banc, puis en fait, la pseudo-victime devait répondre à des questions, puis lorsqu'elle répondait mal, il y avait un monsieur qui recevait l'ordre d'envoyer une décharge électrique, et les décharges électriques devenaient toujours de plus en plus fortes. Ce qu'on étudiait en réalité là, c'est la personne qui envoyait les chocs, c'est elle qu'on étudiait. Tous les autres étaient de mèche, fait que la personne ne recevait pas réellement les chocs électriques, mais on voulait simplement évaluer
l'obéissance, le conformisme. Mais tu vois, selon ce concept-là d'obéissance, il y a 3 modes d'obéissance. Le mode dictatorial, le mode, selon ce professeur-là, le mode autoritaire et le mode libéral. OK. Et au moyen des trucs comme ça, le mode libéral, dans la philosophie du terme, on vit dans un monde où on va te dire, par exemple, c'est-à-dire, on a séparé 3 groupes. Mais avant de les séparer en 3, on leur a fait passer un test. Et là, après ça, on a dit au premier groupe, vous avez passé le test, là, mais c'est vraiment, là, vous êtes poche. Vous êtes vraiment pas bon, on va vous mettre dans le groupe C. Vous l'avez pas réussi le test. On a pris le groupe, le deuxième, puis on a dit, vous, là, vous l'avez passé, vous êtes moyen, mais vous n'êtes pas encore l'élite. On a pris un 3e groupe, on leur a dit, vous, là, c'est excellent. Vous êtes la crème, vous êtes l'élite. Et on les a tous soumis aux mêmes expériences pour donner des chocs électriques ou pas. Le groupe de l'élite électrocute plus. Pourquoi? Parce que c'est le mode libéral. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, dans le mode libéral dans lequel on vit, c'est on va dire, toi, là, toi, t'es hot, toi, t'es bon, toi, t'es l'élite. Donc, toi, t'as du jugement. Toi, t'as le droit. Donc, quand on va te donner une tâche, on va te dire, dans le mode dictatorial, on va te dire, t'as pas le choix, tu fais ça, sinon c'est la prison. En gros, là, je résume pas mal. Je grossis le trait. Et dans le mode autoritaire, ben, c'est un mode qui est semblable, mais un peu moins dictatorial. Tu iras peut-être pas en prison, mais t'as pas le choix. Tu vas probablement perdre ta job si tu refuses de faire ce que le patron va te dire. Et dans le mode libéral, on va te dire, sens-toi bien à l'aise. T'es libre. Mais je considère que c'est toi le meilleur pour entreprendre ce projet-là. Donc, c'est la façon de faire obéir. Et dans les groupes, ceux qui électrocutaient le moins, c'est le groupe C, le groupe des poches. Ceux qui électrocutaient un petit peu plus, c'était le groupe B. Et ceux qui électrocutaient, mais d'une façon incroyable, c'est le groupe A. Parce qu'on leur remettait en main la décision. On leur mettait pas de pression. On leur disait qu'on faisait confiance à leur jugement. Alors ils disaient, moi je suis intelligent, donc je trouve que je peux peser sur le piton là. Et ils pesaient. Tu comprends-tu? Donc, le mode libéral, selon ce professeur de psychosociologie, est plus dangereux que le mode dictatorial. C'est quand même quelque chose. Sur ces belles paroles, moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause publicitaire en fait, petite pause de 30 secondes. De 30 secondes? Oui, c'est bon. Histoire de reprendre notre souffle. On va revenir. Yeah. Alors, nous sommes de retour à l'émission des Chiens Fous et nous poursuivons. Alors, et je vous propose donc d'aborder sujet. Alors, entre autres, la fameuse loi 62 sur la neutralité religieuse. Je pense qu'on aurait énormément de choses à dire là-dessus. À commencer par l'histoire du voile dans les autobus, qui, selon moi, prétexte, c'est du n'importe quoi. Mais j'ai lu quelqu'un, moi je l'ai pas lu, mais il y a quelqu'un qui m'a dit sur le fameux réseau social, qui m'a pas dit à moi, mais il a dit à tout le monde, j'ai lu puis c'est un péquiste. D'accord? Il dit, j'ai lu le projet en entier et j'ai pas vu cette histoire-là d'autobus. Donc, c'est une bulle provoquée par les médias. Il a dit ça comme ça. Moi, j'ai pas lu. C'est ce que je pense aussi. Même pas au niveau de l'entrée dans l'autobus? C'est parce que... De vérifier l'identité. Non, c'est simplement dit, c'est ça, que s'il y a matière à vérifier l'identité, la personne doit, à ce moment-là... Puis là, c'est... On a donné l'exemple de l'autobus, mais c'est du n'importe quoi. Tu prends l'autobus à Montréal, de toute façon, là, les cartopus, il y en a pas d'histoire de port du voile ou pas port du voile. Il n'y a pas de photo, c'est dans les cartes. C'est ça. Fait que quand tu passes par un guichet... C'est n'importe quoi, là. Mais dans ce cas-là, pourquoi les libéraux ont simplement laissé aller ça? Ben non, ils ont mis ça dans leur projet, parce que là, tu sais qu'avec leur projet de commission sur le racisme systémique et l'élection qu'ils ont perdue dans Louis Hébert, là, le Parti libéral a été obligé de faire ce qu'on appelle un genre de mea culpa. Là, ils ont bien vu qu'ils allaient se faire, mais démolir. Oui, mais ça brasse en dedans. Hein? Ça brasse en dedans. Puis dans la région de Québec, où il avait fait énormément d'acquis, là, puis il y a des gros ministères, il y a des gros ministres, il y a des gros... je sais pas
Pas de barrette, là. Mais ils ont plusieurs Des grosses circonscriptions pointures, importantes, effectivement, dans la région de Québec, et ils sont en danger. Ils sont carrément en danger. Il y a énormément de grogne de la part de la base libérale canadienne-française qui vont vont manifester à l'interne à leurs députés leur mécontentement et leur dire là, faites quelque chose. Puis là, c'est pas vrai que on aime beaucoup M. Couillard, mais là, les positions qu'il prend, là, on peut pas être d'accord avec ça. On est pour ça, nous autres, les différentes cultures, puis être ouvert à l'autre. Mais là, il y a des limites à un moment donné. Là, quand vous faites l'apologie indirectement de l'intégrisme, on peut pas être d'accord avec ça. Quand vous faites aussi, quand vous êtes en train de dire que les Québécois, c'est des racistes, parce que c'est ça qu'ils faisaient. Ben, absolument. C'était ça, sa ligne. Mais c'est là ce qui m'amène à poser la question suivante. Puis c'est ça que je comprends pas. C'est que si, tu sais, c'est Mme Vallée qui a dit, je pense que c'est il y a 2 semaines ou la semaine passée qu'elle avait fait sa sortie en disant que oui, ils vont devoir retirer leur voile pendant tout le trajet d'autobus. Je me trompe-tu, là? J'avais bien entendu ça? Moi, je ne sais pas, honnêtement. Peut-être que si elle l'a dit, là, elle est obligée de rétro-pédaler. Mais c'est ça, c'est que ce matin, elle s'est rétractée là-dessus en disant que c'était plus pour une question de vérifier le... Mais tu vois toute l'erreur aussi. Moi, j'ai l'impression qu'elle répond sur le fly. Mais c'est toute l'erreur qu'ils font. Mais justement, c'est ça, je comprends pas. Parce que l'idée au début qu'elle a défendue en laissant les gens, en disant que les personnes avaient besoin de retirer le voile pendant tout le trajet d'autobus, je veux dire, il allait plus loin que la Charte des valeurs, alors qu'ils ont diabolisé la Charte des valeurs. Parce que même dans la Charte des valeurs, c'était pas question de ça. L'espace public est un lieu public, tu as le droit de te promener avec ton voile, ça n'avait aucune importance. Et là, il défendait cette idée-là. Fait que j'avais l'impression que c'était le monde à l'envers, là, rendu là. Mais probablement que c'est en dernière minute, le Parti libéral a décidé de donner comme un genre de coup de lancer un pavé dans la mare. C'est-à-dire pour retourner cette situation-là parce qu'ils étaient vraiment en danger, là. Donc, tu le disais tout à l'heure, Christian, la grogne dans le Parti libéral pour dire que Couillard, c'est bien beau défendre le fédéralisme et tout ça, mais là, être anti-nationalisme comme il l'était, de jouer sur la base de tenir pour acquis certaines circonscriptions parce qu'elles sont fédéralistes. Moi, je trouve ça épouvantable. Puis ensuite, de dire, moi, je vais me baser sur les anglophones et sur les allophones, avoir un discours mais aussi immigrationniste, et de jouer là-dessus, il y en a qui ont sûrement dit à Philippe Couillard, là, tu fais un très mauvais calcul. Tu fais un très mauvais calcul parce que là, tu te tires dans le pied. J'ai toujours dit quelque chose. Pour moi, les deux options, OK, tu peux être d'accord avec une option ou pas d'accord, là, c'est-à-dire l'indépendance, être séparatiste, être indépendantiste ou être fédéraliste. Pour moi, les deux options s'équivalent. Tu as le droit d'être fédéraliste, c'est légitime, puis tu as le droit d'être indépendantiste, c'est tout à fait légitime. Ouais. Hein? On a le droit à cette opinion-là, on a le droit à ces opinions-là. Et moi, je prends par exemple ma grand-mère, qui est décédée depuis peu, c'était une fédéraliste. Elle a milité une partie de sa vie pour le Parti libéral du Québec. Elle était organisatrice politique dans Bourassa pour le Parti libéral. C'était un Bourassa dans Crémazie. Mais donc, elle a milité donc pour le parti libéral et elle était une fière Canadienne-Française, une fière Québécoise. Voilà. Parce que Robert Bourassa et les différents dirigeants du Parti libéral des années 60, 70, 80 et même 90, à l'époque du référendum, ces gens-là étaient profondément québécois. Il y avait un attachement, ils étaient Canadiens, mais ils étaient à la fois Québécois et ils revendiquaient cette identité-là. Voilà. Et ils tentaient de se défendre le Québec au sein de la Fédération canadienne. Et donc, ça a été le premier ministre, Philippe Couillard, qui a vraiment apparu comme un étranger. Quelqu'un qui n'est pas nous. Tout à fait. Et qui s'en revendiquait. Alors, ce projet de loi 62, probablement cette histoire-là sur le NICAP, parce que tu sais, quand tu sors un projet de loi, tu t'organises avec les journalistes, bon, ben, va voir puis sors cette ligne-là. Ça faisait probablement leur affaire. Mais une fois que, tu sais que c'est de la politique, hein? Une fois que Coderre sort, du c'est pas applicable, mais en même temps, tu as vu Justin Trudeau qui s'est tenu pas mal, qui a fait attention à ce qu'il disait par rapport à ça. Il a fait attention, mais il n'a pas hésité quand même à faire sa fameuse sortie pour dire que là, ça serait important que ça soit contesté.
Il faudrait que la loi soit soumise au test. Ben oui, c'est normal. C'est normal pour lui. Là, la Charte des droits et libertés, puis le multiculturalisme inscrit au cœur de cette charte, c'est sûr et certain. Une précision que j'aimerais faire, parce que là, présentement, ce qu'on entend de façon presque uniforme, c'est que dans le reste du Canada, on adhère complètement aux vues de Justin Trudeau sur le sujet de sa vision multiculturelle. C'est faux! C'est pas vrai! C'est pas vrai. Écoutez, faut voir sur les nombreux blogs, sur les nombreux sites d'opinion, puis dans les journaux du Canada anglais. Pas besoin d'aller jusqu'au Rebelle Média. Non. Tu vois, Global News, écoutez, des médias plus locaux, on en a aussi en Ontario, mais surtout dans l'Ouest canadien. Écoutez, les gens sont en furie et les gens, pour une rare fois, embrassent la position québécoise et ont cessé de faire du Québec bashing pour dire, écoutez, pour une fois, le Québec ouvre la voie, montre la voie au reste du Canada en lien avec c'est sûrement les pas symboles religieux. Notre Radio-Canada et même TVA. Je voyais hier, là, j'ai essayé de faire une petite sieste, là, puis il y avait l'émission La Joute avec les trois oufs, là. La Rock, puis Drainville, puis l'autre, là, la Raclure, La Voix. Puis là, je les voyais est en train de glorifier John McCain, celui qui allait porter les armes aux terroristes de Daesh, le directeur, juste parce que le gars parle contre Trump. Puis à un moment donné, il y avait les nouvelles tout de suite après, puis là, TVA essayait de nous faire brailler en nous montrant une Québécoise convertie à l'islam avec son niqab. Il essayait de nous faire... TVA essayait de nous faire brailler. Et là, j'ai fermé la télévision. Mais c'est quoi la game? TVA, c'est quoi la game? Pourquoi? La ligne, c'est nous faire brailler là-dessus. La ligne, c'est créer des... On sert beaucoup de l'islam pour créer une division. Ici, justement, là, j'ai noté aujourd'hui c'est clair que c'est un article du Journal de Montréal qui dit « C'est musulmans qui applaudissent la loi sur la neutralité religieuse ». Moi, je ne suis pas ici pour défendre la loi 62 du gouvernement du Parti libéral, là. Mais les musulmans n'en ont rien. La très grande majorité des musulmans n'en ont rien à contre-sacrer du voile intégral. Sauf qu'il y a une petite clique, la petite gauche niaiseuse régressive là, de Montréal, là, et les élites... Qui se tiennent avec les Social Justice Warriors, ça, qui logent pas loin de QS d'habitude. Qui, eux, vont arriver, puis ils vont dire, par rapport à cette loi-là, nous, on va se masquer, puis on va aller manifester. Mais c'est du bonbon. Ça, je l'ai dit, je le répète encore dans une certaine émission, je le dis depuis longtemps, le parti politique au Québec qui va décider de prendre ces questions identitaires à cœur. Et là, je parle pas de la laïcité. Parce que là, c'est très important ici. Il y a aussi à mettre en parallèle tout ça avec le crucifix. On a su aujourd'hui que le crucifix ne bougerait pas. Mais c'est très bien comme ça. Voilà. C'est très bien comme ça. C'est un symbole séculier. C'est un symbole historique du Québec. Veux-tu savoir ce qui est vraiment négatif dans toute cette nouvelle-là? Ah oui, non. C'est que QS, c'est un QS qui propose qu'on débatte, avec sa motion, qu'on débatte de la légitimité d'avoir, alors qu'on a des partis, surtout en visant le PQ, qui visent la laïcité, de continuer à débattre avec un président qui siège sous le crucifix. Et comme le Parti libéral, ça fait pas son affaire de vouloir débattre de ça, c'est surtout dans l'article du Journal de Montréal, on voit très bien que c'est la CAQ qui s'est opposée à ça. Tout de suite, avec force. Et le PQ, on n'entend rien. Non. On n'entend rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont pognés. Et ça, c'est toute la preuve que, par exemple, j'ai appuyé la charte de la laïcité à l'époque, mais je ne suis pas un laïcard. Je ne suis pas un laïciste. Moi, je veux que le crucifix reste là, comme la majorité des Québécois. Alors, le petit logiciel du PQ, là, de la Révolution tranquille, où on a rejeté la religion, là, foutez-vous-le dans le derrière. Mais même encore là, c'est même pas juste une question de religion, c'est de faire la différence aussi entre ce qui est culturel et ce qui est religieux. Oui. Puis il faut comprendre qu'il y a un apport religieux énorme dans la culture québécoise. Je veux dire, tabarnak. Voilà notre apport religieux. Mais non, mais tu sais, je dis ça souvent aux élèves. On est le seul peuple au monde qui va utiliser le set mobilier de l'Église pour exprimer nos états d'âme. Ça serait presque on va les conjuguer en plus. Ça serait presque comme enlever, par exemple, des croix orthodoxes sur le dessus de coupoles en Grèce ou des annonces de yogourt. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein? Tu sais, je veux dire, fête de Noël, tu me feras pas croire que tous ceux qui mettent des guirlandes de Noël puis qui font des sapins puis qui font une crèche en dessous de leur arbre et qui mettent l'étoile de Noël, c'est par rigueur religieuse, là. C'est pas des pieux québécois, là, nécessairement, là. Ça se peut, là, que certains le font par conviction religieuse, mais c'est pas vrai
tout le monde le fait pour suivre le courant religieux. Pâques, c'est la même chose. Puis tant qu'à ça, on peut bien enchaîner avec tout un historique des fêtes de l'Halloween qui vont aller chercher leur historique dans la religion. Là. Tu sais, l'Halloween, puis en tout cas, on va en sortir un paquet. Voilà. Et c'est dommage de voir une nouvelle comme ça, alors que moi, ça fait très longtemps là, que je dis que le PQ, ça s'en va chez le diable. Puis c'était la même chose quand il parlait des arbres de Noël. Honnêtement, je veux vraiment pas tomber dans ce qu'on appelle le PQ bashing. Tu sais, je déteste tellement la classe politique en général que j'ai pas besoin de m'acharner plus sur le PQ, surtout pas plus sur le PQ que sur les autres. Par contre, ils font pitié. Honnêtement, ça fait tellement pitié de voir que la CAQ, sur le bout des lèvres, en ayant une position qui elle-même identitairement est très faible, apparaît comme beaucoup plus fort qu'un parti qui est censé avoir ça en lui. Mais le logiciel qui est encore là au PQ, là, c'est fini. Et là, c'est un seau d'eau que, mesdames et messieurs, on va recevoir sur la tête en 2018. Ah, mais gars, c'est un seau d'eau. C'est plate, mais c'est ça. Mais la population est rendue là. OK, regarde, on va arrêter de se faire des cachettes. On va voter PQ, moi, je voterai pas PQ. Non. Moi, je vais aller voter ailleurs. OK? Regarde. Là, tu regardes ça, là, les possibilités. Tu me parlais justement, c'est qui est le plus nationaliste, qui est le plus identitaire présentement, puis tu me dis, regarde, c'est la CAQ. Ben, oui, la coalition Avenir Québec. Encore là, nous, les nationalistes, on le sait très bien. Puis moi, puis les auditeurs vont partager pas mal ce que je dis. C'est-à-dire qu'on le sait très bien que, entre guillemets, là, c'est feinté, hein, c'est faké, ça, de la part de la CAQ. On sait tous très bien que la CAQ, c'est le club école du Parti libéral. Je sais, puis je partage ça avec les auditeurs. Ça l'a été chez certains candidats. En même temps, il y a comme un gros virement. Je pense qu'on est de moins en moins là. Je pense que c'est un petit peu comme les écuries d'Augias, là. Il y a un ménage qui s'est fait là. Puis je pense que même si ça, ce que tu dis là, ça a été vrai dans le passé, je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis moi, je vois dans le go un deuxième beau risque qui pourrait devenir intéressant. Parce que quand est-ce que le sentiment indépendantiste a été le plus fort dans l'histoire du Québec? Ça a été suite à l'échec du Lac-Meech. Hein? Donc, suite à l'échec de l'accord du Lac-Meech, c'est là qu'on a vu un sentiment indépendantiste dans le tapis, au plafond. Alors, moi... Ce que moi je pense, c'est que Legault s'inscrit dans cette mouvance-là. Il veut essayer de renégocier de bonne foi, faire un deuxième beau risque au sein du Canada. On sait la grande ouverture qu'il y a dans le reste du Canada à ce type de négociation, mais bon, imaginons un instant que la chose deviendrait possible. Puis que ça s'en suivrait d'un refus, parce que ce qu'on demanderait, j'imagine, minimalement, c'est d'avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait contenu dans l'accord de Meech, donc la société distincte et donc certains accommodements là, au niveau constitutionnel. Advenant donc un échec comme ça, ben ça serait une maudite belle claque à la gueule qu'on recevrait, qu'on mérite, soit dit en passant, on mérite de se faire battre un peu, là. Ben de se faire brasser, en tout cas. Oui, se réveiller un peu. Parce qu'on comprend pas. Je pense qu'il y a bien des Québécois qui ont comme introjecté l'émotion ou le ressenti que, dans le fond, au sein du Canada, on est comme indépendant au sein du Canada, puis on assume, on prend des postures sociales, politiques, économiques, comme si nous étions un État indépendant, alors que nous ne le sommes pas. C'est sûr, mettons qu'il nous manque quelques statuts pour le devenir. C'est quand même un État. Là. Le Québec est quand même un État. Mais bon, pour partager un peu ce que la plupart des auditeurs de Radio Info-Cité, c'est que, en tout cas, moi, ce que je leur dis, moi, c'est que je suis pas prêt à passer du côté de la CAQ, peut-être comme toi, mais je suis bien découragé parce que j'entends. Ma job, moi, c'est de voir qui va gagner les élections. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Mais regarde, puis je me trompe pas souvent. Et là, j'écoute les gens. T'as Gilles Proulx qui a fait le move. Là, t'as Marcel Tessier cette semaine. Il a pas fait le move. Il a appuyé Jean-François. Non, mais écoute, là. Non. Écoute, moi, c'est clair. Dans mon esprit, c'est clair qu'un gars comme Tessier, qui est un nationaliste, un vrai, là, c'est un peu réduit, on s'entend, là. Pour qu'il fasse ça, ça veut dire qu'il est déçu du PQ. Ah, il est plus que déçu. Puis ça fait longtemps, on le connaît, on lui a parlé souvent, on l'a entendu souvent, puis moi, j'y ai parlé souvent. Le PQ veut rien savoir de Marcel Tessier. Il était trop comme dur, hein, il était trop pur et dur. Tu te rends compte comment c'était épouvantable? Faut-tu être une bande de pleutres
Ah, c'est... Vraiment. Mais ça, Vraiment. l'important pour nous, quand je dis que je veux pas faire nécessairement, moi, de rentrer dans le PQ... Donc, fais-les pas, je vais le faire, moi. Ouais, c'est ça. Fais-les pas, moi, je vais le faire. Mais ce que j'aimerais dire à nos auditeurs, nous, souvent, on n'a pas d'autre choix que de voter pour le PQ, c'est que ce parti-là est noyauté par ce qu'on appelle les Johnsonistes. Tu sais, là, quand on dit les Johnsonistes... Les petits affairistes à la petite semaine. Là, mais on parle de la gang à Pierre Mac Johnson. Ça veut pas dire que Pierre Mac Johnson intervient dans le PQ. Là. Il a plus besoin de rien faire, lui. Mais, tu sais, c'est comme cette histoire de référendum. Tu as deux gangs qui pensent au référendum. Tu as celles qui veulent s'en servir, qui pensent que ça pourrait leur amener un pays. Puis tu as l'autre gang qui veulent en profiter comme d'un levier pour faire bouger le fédéral, pour donner plus d'autonomie à l'intérieur, au Québec, à l'intérieur du Canada. Et c'est cette faction-là qui est très importante dans l'élite du Parti québécois, mais c'est l'autre faction référendiste qui va donner la souveraineté qui est plus importante chez les militants. Alors, j'ai toujours un très grand respect pour les militants du PQ. Par contre, il va falloir se rendre à l'évidence. Ce parti-là est en train de se déliter. Il est complètement miné. Tu prends des bébites là, comme celui qui va se présenter là, ici dans le comté à côté, là, à Prévost, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, c'est n'importe quoi. Là. Regarde, c'est un multiculturaliste. Eh oui, c'est fédéraliste. C'est un fédéraliste, ça va nulle part. Tu regardes son livre, c'est qui écrit la préface? C'est l'ancien ministre de la Justice sous Trudeau puis Chrétien. Marchand? Marc, comment il s'appelait, là? Marc. En tout cas, Marc, lui, là. C'est un fédéraliste. Écoute, regarde, imagine-toi, là. Imagine-toi, tu te prétends être un ténor indépendantiste, du moins un futur ténor indépendantiste. Tu veux révolutionner le mouvement souverainiste. T'écris un livre pour exprimer ta pensée. Puis le gars que tu choisis pour écrire la préface, c'est le ministre de la Justice, celui qui a vraiment le plus combattu l'indépendantisme. C'est le bras droit de Trudeau, esti. Excusez-moi. Mais son nom m'échappe, mais je l'ai jamais oublié, sauf aujourd'hui. Fait que t'as une bébête de même, puis cette bébête-là, ça se trouve à être celui qui a l'oreille de Jean-François Lisée. Tu te rends-tu compte? Vous rendez-vous compte? Puis là, après ça, tu dis, oh, la CAQ, c'est une gang de vendus, puis c'est des ci, puis c'est des ça. OK. Fait que toi, tu loges au Parti québécois. Oui, moi, je suis un fier souverainiste, un frère indépendantiste. Moi, je crois en la cause. OK. Moi, je pense que Jean-François Lisée fait une bonne job. Ah ouais? T'es d'accord avec ses positions? Ouais, je suis d'accord avec ses positions. C'est quoi ses positions? C'est des positions multiculturalistes. Non, c'est pas multiculturaliste, c'est interculturaliste. Hey, mon œil! Il défend pas l'identité québécoise, il défend pas les intérêts de la population du Québec puis les valeurs fondamentales de notre peuple. Puis quand je dis notre peuple, je parle pas de gens de race blanche, de souche. Je te parle de Québécois au sens large du terme, indépendamment de la couleur de ta peau, indépendamment de ton pays d'origine. OK? On a des valeurs qui nous rassemblent. L'égalité homme-femme. Hein, la culture française, ce sont tous des éléments. On a une culture culinaire, notre culture est large, c'est riche, ok, mais il faut la défendre. Puis, on est là-dedans. Alors, tout ça pour dire que moi, en tout cas, personnellement, je vais parler en mon nom. Je sais que pour les prochaines élections, je suis pas mal en peine parce que je vois le réel se déployer sous mes yeux. Pour moi, je serais pas capable d'aller voter encore. J'ai pas d'autres propositions que le Parti québécois pour qui voter. Moi, j'en ai pas. Je flirte intellectuellement dans ma tête là pour la première fois de ma vie pour l'abstentionnisme. Je suis désenchanté. Je suis tellement désenchanté. Moi, je suis plus capable de faire semblant, Claude. C'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je suis plus capable de faire semblant. Fait que tu comprends? Puis regarde, moi, j'avais ma carte. J'ai-tu dit que je faisais semblant? Ben, moi, j'ai l'impression... Non, lui, c'est ce qu'il dit. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui sont prêts à se boucher le nez pour aller voter pour le Parti québécois dans l'espoir que peut-être les choses vont changer. Pas avec ce gang-là! Non, mais t'as pas... Tu sais, tu parlais de la CAQ tantôt. T'as pas l'impression qu'ils sont un petit peu, justement, de faire un petit peu de girouettage, là? Parce qu'ils ont changé de bord. Puis, je suis d'accord, j'ai vu, moi, avec. Là, je me pose des questions récemment parce que j'en ai vu plusieurs passer. Ils défendent l'identité. Au niveau de la CAQ. Ils défendent l'identité québécoise. Honnêtement, à plusieurs égards, moi, je trouve qu'ils sont des hybrides entre les anciens libéraux
les anciens libéraux à l'époque, mettons, Ouais, je sais pas de... Quand tu penses ça, tu te dis qu'ils ont miné le PQ à bien des niveaux, fait que dans le cas Mais tu sais que on une analyse, peut peut-être faire la même chose. une analyse très très objective que j'ai fait au téléphone avec François il y a quelques mois. Pardonnez-moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit si la CAQ, par exemple, ne fait pas l'erreur de revenir à courtiser. Nous sommes des Canadiens, puis essayer de courtiser les anglophones pour essayer d'avoir les votes qu'ils n'auront jamais, par exemple, dans l'île de Montréal. Il faut que ça ferme dans l'identité québécoise. S'ils font ça, s'ils arrêtent d'être timorés, parce que c'est vrai, comme tu le disais, François, ils sont très timorés. Hein, ils font une sortie, puis les autres aussi, ils font deux pas en arrière. Alors, c'est pas merveilleux. Bon. C'est pas merveilleux non plus là, à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut laisser jouer, c'est l'idée que, juste à écouter, promenez-vous, écoutez les gens. Puis les gens, là, tu sais, si vous apparaissez tout de suite comme un péquiste, là, indépendantiste, puis que là, vous ne laissez pas parler, les gens ne s'ouvriront pas. Ouais. Faites exprès pour les faire parler. Vous allez voir. Ah, là, moi, je pense que je donne moi, ils me disent tout ça. Ah, ben, regarde, là, le PQ, c'est fini, il faut laisser la chance. J'entends la même chose. C'est ça que j'entends partout. Et ce que je vois, c'est malgré les sondages qui vont dire qu'ils sont nez à nez, la CAQ et le PQ, non, c'est pas ça qui se prépare. C'est que c'est le vote monarchique qui est en train de... S'ils peuvent vraiment pas voter pour le Parti libéral, c'est le pôle en ce moment, c'est ça. À moins d'erreurs très, très graves de la part de la CAQ, ils ont juste à jouer cette partie-là, continuer à la jouer. Comme celle du crucifix aujourd'hui. C'est la couronne nord de Montréal, moi, je pense qu'ils vont sortir fort. Puis ici, dans les basses c'est exactement ce que Tania avait dit. Ça va broyer. Oui, Tania Lompré. Tania Lompré, quand elle est partie, elle a dit exactement la même chose. C'est qu'elle avait l'impression que son combat, elle a réaffirmé qu'elle était souverainiste pour le fait français. Et ainsi de toute façon, je veux dire, toutes ses actions vont dans ce sens-là. Tania, je l'ai jamais vue comme une traîtresse, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux. Même chose avec Marcel Tessier. Il s'est fait accuser tous les États. Incroyable. Écoute, je voyais des commentaires. Non, mais moi, j'ai vu des gens là, dire là, Tessier, c'est quasiment un enfant de machin. Puis là, j'ai dit, t'es qui, toi, par rapport à lui? Femme, ta gueule. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, toi? À part t'enlever les crottes de nez du fin fond des narines. Hey, qu'est-ce que t'as fait? Le gars, là, il est au-dessus de 80, je crois, là. Hein? Au-dessus de 80. Tu en feu, ça. Non, mais c'est vrai. Hey, tu prends un homme comme... Écoute, Marcel Tessier... Tout un bonhomme. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Apporter une contribution au niveau à faire aimer l'histoire, puis toujours dans un point de vue nationaliste. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Puis comment qu'on le traite aussi bassement qu'on agit, parce que cet homme-là a la lucidité de voir qu'il y a une logique défaillante au sein du principal vaisseau amiral indépendantiste québécois. Puis présentement, ça s'en va direct dans l'iceberg, puis il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Fait que lui, il prend chaloupe de sauvetage, puis il s'en va dans la direction du seul véhicule présentement. Mais tu sais qu'il s'en va. Lui, il s'en va pas à la CAQ. Hein, puis il l'a dit, il faut lire ce qu'il a dit. Lui, j'appuie lui de la CAQ. Il dit oui, j'ai un problème avec le PQ, bien entendu. Il m'aime pas le PQ. C'est ça son discours. Le PQ m'aime pas. Et ça fait des années de ça. Puis quand t'es quelqu'un qui était connu comme lui. C'est comme une Fatima Ouda Pépin. Tu sais, les Gilles Proulx, les Marcel Tessier, et on peut en nommer d'autres, là, Pierre Falardeau et compagnie, là, qui ont été boudés. Juste à parler au maître S Station Radio Infocité, François Saint-Louis, qui est un organisateur du PQ, là, pour voir comment il organisait des trucs, là, puis qu'on a tout fait pour tasser les personnes qui pouvaient mettre en avant, là, que ce soit Gilles Réaume, que ce soit Falardeau, que ce soit Marcel Tessier, que ce soit Gilles Proulx. Donc, il n'y avait rien à faire. Donc, il faisait tout pour faire bousiller ces soirées indépendantistes, pour en créer une le même jour, le PQ, parallèle. Tu sais, tout pour bousiller. Donc, allez pas me dire que c'est un parti qui est super indépendantiste. Ça, c'est pas vrai, là. Donc là, ce parti-là est noyauté. Est-ce qu'il va mourir à tout jamais? Je ne le sais pas. Mais comme il est là, si ça ne change pas, c'est la CATA qui s'en vient en 2018. C'est écrit. C'est pas une opinion. C'est écrit. Moi, je pense que le parti, tranquillement, pas vite, est en train d'agoniser. OK? Mais l'idée, elle, va demeurer. Oui, bien entendu. Puis moi, c'est ça qui est important. Ben ouais. Alors, puis moi, ce que je pense qui serait fondamental, c'est que, justement, si au sein de la CAQ, il y a assez de monde qui sont des vrais nationalistes, qui sont des vrais indépendantistes, qui s'investissent au sein du parti,
puis qui sont prêtes à jouer la game, puis de réessayer un nouveau beau risque, moi, je pense que ça peut se solder par quelque chose de bien, bien intéressant à moyen terme, parce que à moyen terme, tu vas te ramasser dans une situation où tu as un sentiment indépendantiste qui va chercher non seulement l'électorat québécois francophone, mais tu vas aller chercher aussi des allophones en grande quantité. Oui, tu vas faire le plein. Souvenez-vous, quand il y a eu l'échec de Meach, on s'est ramassé avec un sentiment... Robert Bourassa a eu à gérer un sentiment indépendantiste qui était au-delà de 70%. Ça avait un référendum. Le lendemain de ça, c'était oui à 70%. Le Québec était indépendant. C'était fait. Alors, il est obligé de faire de nombreuses déclarations à saveur nationaliste pour essayer de calmer le jeu. On le savait, bon, en tout cas, pour la part, moi, je savais à l'époque que c'était de la frime, mais c'est vrai que le sentiment, puis là, on revient à ça, hein, histoire d'élection, de référendum, c'est à partir du moment où on... Hey, imagine-toi, là, si les propos de Robert Bourassa suite à l'échec là, de Meach et tout, au lieu de s'en aller vers Charlottetown après, s'il avait été vraiment sérieux, si la bourgeoisie d'affaires avait été sérieuse, c'est sûr et certain que là, ça se serait fait. Mais on le voyait très bien là, que la bourgeoisie n'était pas là. Moi, je te l'ai dit. Donc, les gens qui vont voter auraient voté à 70% dans l'optique où tous les partis auraient été d'accord avec ça. Mais c'était pas ce qui se serait produit. Je peux t'en passer un papier. Ça, c'est sûr, c'est pas ce qui se serait produit. 2017, 2018, 2019, là, tu sais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une nouvelle union nationale. Puis là, j'entends... L'union nationale. Duplessis, Maurice, le prince, le noblet, on veut pas de tout ça. Hey, c'est la noirceur, c'est l'obscurantisme. L'obscurantisme, on est pas mal dedans. Je veux dire, là, on peut pas être pire, là, je pense. Là. Une union des forces nationalistes. Une nouvelle union nationale. Il y en a qui vont des jeux de mots avec ça, qui vont dire « Ouais, ça nous prend une noune. » mais non! Une nouvelle union nationale, donc... Et moi, c'est ça que je déplore. Le Parti québécois a tenté de faire une alliance avec Québec solidaire, Ciboire. Et voilà, c'est quoi l'idée? Mais tu viens de toucher, là. Tu viens de toucher exactement là, ou en tout cas, moi, juste moi, puis ben d'autres. Moi, j'ai décroché. À partir de ce moment-là, quand j'ai été dans un mode, je ne veux pas encore me reciter, là, mais juste à revoir les émissions qu'on a faites avec François Saint-Louis, c'est-à-dire, c'était l'erreur la plus magistrale. Et j'écoutais encore dernièrement Richard Lehir le dire. T'sais, on était tous la Radio Infocité. On était Alexandre Cormier-Denis, je l'ai entendu dire ça. On a invité David Leroux à la station. Il disait ça. T'étais là, Christian, tu disais ça. Puis Richard Lehir dit ça. Donc, c'est évident pour tout le monde que c'était une erreur magistrale. Oui, mais c'est tous des ténors de la droite. C'est des libertaires. C'est des gens qui comprennent pas. Ils sont pas pour ça, eux autres, les programmes sociaux. T'sais. Mais tu sais ce qu'on te répondait à l'époque, ceux qui défendaient cette position-là? Puis il était majoritaire au sein du PQ, puis au sein des militants qui sont autour. Ils disaient, ouais, mais au moins, au terme de ça, Lisée, c'est un grand stratège. Il leur a montré qu'il a tendu la main à QS, puis on sait qu'ils vont la refuser la main. Mais on aura fait la preuve devant tous les militants de QS que c'est QS le problème. Et là, je disais... C'était même pas d'avoir tendu la main, je pense. C'était d'avoir insisté, puis d'avoir fait de la ventrice. Là. Non, attends une minute. C'était débile, puis je vais le dire, là. Si j'insulte des gens, excusez-moi à l'avance, mais c'est débile. C'est débile, c'était débile, ce sera débile de croire que c'est une stratégie, ça. C'est-à-dire d'aller creuser un parti dont tu veux rien savoir. Moi, je ne veux rien savoir de Québec solidaire. Je vomis en pensant à ça. Donc, juste le fait que mon parti aille de ce côté-là, c'était une chose. Mais qu'on me dise, oui, mais ce sera une bonne chose, on aura fait au moins la preuve qu'ils veulent rien savoir. La preuve de quoi? La preuve qui va rester, c'est que c'est un parti qui était prêt à faire des compromis pour aller encore plus vers en passant une gauche multiculturelle, etc. T'es prêt à te grand n'importe quoi. T'es prêt à te putasser puis à faire n'importe quoi pour essayer de te rallier cette gang-là. Quand t'es rendu là, c'est du n'importe quoi. Écoute, quand on dit « Ouais, mais attention, Lisée, c'est un grand stratège », on va faire la distinction entre tactique et stratégie. Moi, j'ai vu les vidéos de Jean-François Lisée, le stratège. Je riais tout le long, tellement c'était drôle. Quand je lis Machiavel, quand je lis Lévi-Strauss et compagnie, là,
Puis je comprends la guerre et comment a fait Ho Chi Minh pour se débarrasser des Français puis des Américains. Je ne voyais pas ça dans Jean-François Lisée. Là. On comprend que c'était n'importe quoi. Là, on va être élu, là, puis là, on va promettre aux Québécois qu'on fera pas de référendum. Puis là, tu le vois sur ces vidéos. Là. Puis là, on va prendre le pouvoir en 2023, puis là, on va, avec des flèches. Puis c'était ridicule. Je riais tout seul. C'est du grand n'importe quoi. Ben, tu le disais tantôt, Johnsoniste. C'est épouvantable, c'est épouvantable. C'est épouvantable de les voir aller. Mais ce que je trouvais épouvantable à l'époque, c'est de dénoncer ça, puis de voir que les gens nous répondaient « Oui, mais on aura prouvé qu'on leur a tendu la main. » Puis ils pensaient détruire QS avec ça. On vous promet qu'en 2022, 2023, 2024, on va consulter la population pour leur demander s'ils veulent un pays. Hein? Parce que c'est ça un référendum. Un référendum, c'est quoi? C'est une question que tu poses à la population. Voulez-vous quelque chose? T'as aucun pouvoir décisionnel avec ça. C'est pas une loi que tu passes, là. Mais tu sais que c'est une religion, ça, hein? Regarde la gang, les Catalans. Ben oui. Là, il y a eu le référendum. Là, tu vas me dire, mais là, ceux qui étaient pour le non, ils ont pas allé voter. Indépendamment de ça, là, ça n'a aucune valeur. Mais tu sais que ça, on en a parlé beaucoup. Et il y a des gens qui s'expriment, là, qui ont une popularité, disons d'une certaine façon, qui s'expriment, qui sont de notre côté, hein, des bleus, là. Fait du bien. Des sociologues en passant. Ouais. Okay? Quand tu t'adresses à eux, par exemple, par le moyen de Facebook et tout ça, là, non, mais je parle de quelqu'un qui a une très grande valeur. OK. Qui s'exprime dans le Journal de Montréal, qui a son blog, tu le connais, je veux juste pas le nommer. Il est très populaire, très intelligent, très articulé. Il est très à droite. Très articulé. Très à droite. On le dirait. Mais cette personne-là, une fois que tu t'attaques au référendum, tu comprends-tu? À l'idée même du référendum, tu leur enlèves tout ce qui reste. Tout ce qui leur reste. Parce que pour ces gens-là, un référendum, ça... La planche de salut. Hors du référendum, c'est le summum de la démocratie. Et on voit, tu parlais de Barcelone, tu parlais de la Catalogne. Ben, c'est le summum de la démocratie, là. Ah oui, c'est que... oui, bien entendu, tu as eu plutôt l'effet inverse. Tu as eu deux États qui se sont affrontés. Et là, au lieu de prendre nos énergies, nous indépendantistes, puis regarder comment ça marche, deux États qui s'affrontent, on se replie sur la démocratie, l'idée de démocratie. Puis on dit, par exemple, qu'il existe un droit à l'autodétermination des peuples. Et quand on dit à ces gens-là, à cette personne-là à qui je faisais référence, comme aux autres, que le droit à l'autodétermination des peuples, ça n'existe pas en droit des États. C'est inventé par l'ONU pour... Ça, le droit à l'autodétermination des peuples, ça s'appliquait simplement aux colonies et c'est une chose qui est maintenant... Qui est passée date. Non, qui n'est pas passée date. Au contraire, c'est qu'à l'ONU, on a beaucoup de tables de concertation, on écrit beaucoup de livres, on fait des résolutions pour... C'est fait ça pour demander aux États d'accorder une plus grande autonomie à l'intérieur des États tels qu'ils sont. C'est pas fait pour dire vous avez un droit qui est le droit suprême à l'autodétermination des peuples, pour dire qu'une fois que vous allez vous référer à ça, vous allez pouvoir devenir indépendant si vous avez fait un référendum et que vous l'avez remporté. Tout ça, là, c'est pas faux à 99%. Ce n'est pas mon opinion. C'est juste regarder les faits. L'État, ce qu'il fait espagnol, est-ce que je suis pour ça? Est-ce que leur côté vraiment antidémocratique, entre guillemets, je suis pour ça? Je suis pas en train de dire ça. Mais on voit deux États, et là, avec la posture du mouvement indépendantiste catalan, ils sont en train de détruire le peu d'États qu'ils avaient. Et c'est sur un État qu'on s'appuie pour le rendre de plus en plus fort pour devenir indépendant. Parce qu'on devient indépendant, puis on est surtout reconnu par l'effectivité. C'est-à-dire que les autres États vont nous reconnaître comme un pays à partir du moment où on a le contrôle. On a notre police, nos impôts, on les récupère. Puis autrement, c'est plate à dire, mais quand tu es reconnu comme un pays, c'est parce que tu l'es déjà.
Et la seule chance unique qu'on a eue dans l'histoire, c'est d'être accompagné par Charles de Gaulle, qui voulait nous accompagner sur ce chemin-là. Mais n'allez pas croire que les Macron et compagnie, depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing, sont prêts à nous accompagner de cette manière-là. Donc, il faut oublier ça, nous, au Québec. Donc, il faudrait regarder la situation qui se passe en Catalogne, non seulement en criant contre le déni de démocratie qui est effectué par le gouvernement central espagnol, Madrid. Mais il faudrait regarder comment ça a été une mauvaise stratégie. Et si l'ego des gens qui pensent encore que la démocratie puis le référendum, là, c'est vraiment le summum de tout, là, puis que ça fait foi de tout, je leur dis, c'est faux. Ce qui fait foi de tout, c'est l'élection. C'est l'élection qui fait foi de tout. Parce que le référendum, c'est un gros sondage. Mais faut quand un même, référendum, ce n'est qu'un sondage. Mais il faut quand même reconnaître que la Catalogne, ça a quand même donné du pouvoir au sentiment national. Puis ce que le gouvernement espagnol fait, ça contribue encore plus au sentiment national. Fait que c'est pas une mauvaise chose. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, le référendum n'a pas nuit. Il faut le comprendre. Fait que tu sais, un référendum, t'as raison, c'est pas quelque chose qui va... Parce que souvent, il y en a qui voient ça comme une fin, puis après ça, c'est beau, on est un pays. Ben non, c'est pas le même. Non. Mais ça serait peut-être pas une mauvaise chose d'arriver... Ça aurait pas été une mauvaise chose d'avoir un oui qui gagne à 55% en 95, par exemple. Oui, mais les exemples qu'on voit... Mais ceux qui dénoncent l'atlantisme au niveau au sein de l'Union européenne, eux autres, ce qu'ils voient, c'est de dire, regardez, là, il y a un danger potentiel du démantèlement des différents pays d'Europe. Ouais. Entre autres, en France, t'as les Basques, t'as un paquet de peuples, t'as les Bretons, puis t'as des courants indépendantistes, là. Oui, on les voit. Alors, et il y en a qui disent, il y a des gens à la tête de l'Union européenne, qui sont des hauts fonctionnaires, qui eux autres ont été nommés là et qui sont là à vie et qui sont plénipotentiaires et eux encouragent, alimentent les courants indépendantistes pour fractionner ou pour casser les nations, pour casser les États, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, dans le but avoué d'avoir un plein contrôle sur tout cet ensemble européen-là de façon irrémédiable. Ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je disais. Quand on parle du droit à l'autodétermination, j'ai lu des livres qui ont été écrits par des gens qui travaillent ou qui ont travaillé à l'ONU sur ces questions-là. Le droit à l'autodétermination ne veut jamais dire le droit à l'indépendance. N'oubliez jamais que l'Europe, la France au sein de l'Europe, là, les Français l'ont rejeté l'Union européenne. Ils l'ont rejeté par référendum. Voilà. Ils se sont fait enfoncer dans le fin fond de la gorge avec Sarkozy et sa gang. Et voilà la meilleure preuve d'effectivité. C'est ça, l'effectivité. Le peuple s'est prononcé contre, puis ils sont rentrés pareil. La population dit, on n'est pas d'accord, on désavoue, on n'en veut pas de l'Union européenne. Ben, les dirigeants français ont dit, vous allez l'avoir pareil. Puis ils sont rentrés dans l'Union européenne, puis ils n'ont pas le choix. Et là, la population subit les décisions d'une gang de hauts fonctionnaires qui sont à Bruxelles, puis qui décident, puis qui imposent des règles, puis des lois à la France, qui perd de sa souveraineté au profit de cet ensemble fédératif-là, qui se prétend être une confédération, mais qui l'est de moins en moins pour devenir de plus en plus une fédération. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je demande, vous savez, quand on arrive avec le concept d'effectivité, là, c'est pas, on n'a pas à convaincre le peuple de ça. Moi, ce que je ne demande pas à Jean-François Lisée de faire des discours puis de parler d'effectivité. C'est de l'être. Et quand je parle de ça aux militants indépendantistes, c'est comme Nike, je me dis, just do it. C'est ça. Ce que je veux, c'est que les gens qui s'intéressent à la façon dont on fait un pays, qu'ils arrêtent de se faire berner par cette gang de Johnsonistes au PQ. Clairement. Ça, c'est sûr, il faut qu'on arrête d'être berné par eux. Là. Donc, on est bien mieux, à la rigueur, avec un parti qui serait simplement nationaliste, qui décide de défendre l'État du Québec, défendre le peuple du Québec, en allant chercher des pouvoirs petit à petit. À la rigueur, là, moi, c'est pas ma manière de faire. Sauf que, à la rigueur, c'est mieux ça que une fois aux élections. Écoutez, là, ça fait 20 ans, là. Ça fait depuis plus que ça. Depuis
depuis 95, là, quand on a perdu et tout, là, qu'à un moment donné, on participe à des rencontres, des manifestations, lors des élections, des rencontres de militants au PQ, puis là, on voit toujours, là, on veut un pays, on veut... Puis ça met mal à l'aise Marois, puis les autres qui sont là. Tu vois, ils sont... c'est pas naturel chez eux. T'es sans crisper, t'es sans pas bon. Ils rient, mais c'est nerveux. Puis là, ils ont peur de passer pour quétaine d'entendre ça. Tu sais, il y a un malaise. Donc, ce malaise-là fait en sorte que c'est là que ça a commencé. C'est là que le trouble... Quand Parizeau n'était plus là, hein, il a parlé de champ de ruines, puis on disait, vu que c'est Parizeau, on va y pardonner, mais nous, on a encore un parti à essayer de travailler. Et là, même moi, là, en désespoir de cause, je me souviens avoir donné mon aval à la candidature de Jean-François Lisée. Je dis, au moins, s'il a compris, même si lui-même n'est pas un identitaire, même si c'est quelqu'un que je n'aime pas philosophiquement, trop à gauche pour moi, trop, je vais le dire, trop moumoune. Tu comprends? C'est pas un homme. Moi, je veux un homme au pouvoir. Que ce soit une femme ou un homme. Tu sais, quelqu'un qui est un être humain fort. D'accord? Sauf que là, je me suis dit... Respecte les différences. C'est ça, exactement. Respecte les différentes identités. Un chef, il faut que ce soit un chef. Ben, ça peut être une chef. Non, mais il faut que ce soit assuré un chef. Ouais, ça peut être une chef aussi. Mais des fois, il peut être une, puis l'autre journée, il peut être un aussi. Non, pas la même chose. Non. C'est un chef ou une chef. Pourquoi? T'es pas ouvert? Non, je suis pas ouvert d'esprit à ce point de vue-là. De toute façon, c'est la marge. Je ne me préoccupe pas de la marge. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même donné mon aval. J'ai dit, au moins, on va s'amuser. Tu sais, avec la campagne qu'il avait fait là, en parlant de... Tu sais, qu'est-ce que tu dirais de ça? Puis, au moins, il était populiste. Puis j'ai dit, s'il veut jouer cette game-là, ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été le fun. La fameuse entrevue qu'il avait faite avec Michel C.O.G. Oui, c'est ça, exactement. Ça, là, pour moi, ça a été ça qui a fait en sorte que je me suis dit, je vote pour Lisée parce que Lisée était prête à se tenir debout puis à défendre l'identité puis à remettre les journalistes à leur place quand ils disaient des grossièretés puis des énormités. Et là, j'ai dit bravo, il va continuer dans ce veine-là. Et non, ça a été... l'air contré. Une fois qu'il a été élu, là, ça a pas pris... Généralement, ça lui prend 2 semaines pour être mangé par la machine. Tu sais que... Même Pelado a été mangé par la machine sur le référendum, ça a pris 2 semaines. Tu sais qu'est-ce Après ça, on a fermé les livres, on dit c'est fini. Ça m'a fait drôlement penser à Henri IV. Henri IV, juste avant de devenir roi de France, en fait, c'était Henri de Navarre. Hein, il avait été marié avec la reine Margot, Marguerite de Valois. Au catholicisme. Et là, il était en banlieue de Paris. Et là, la ville de Paris est prête à tenir le siège. Ils ont des réserves de bouffe pour au moins 2-3 ans pour tenir le siège parce que Henri de Navarre est un protestant, est un huguenot. Donc, et là, il va arriver et il va dire à un évêque, il va dire Paris vaut bien une messe. Oui, voilà. Et il va accepter donc de se putasser jusqu'à un certain point. Il va essayer de se convertir au catholicisme et les portes de Paris vont s'ouvrir à lui et il n'y aura pas de siège à faire. Il va être sacré roi de France. Et là, à partir de ce moment-là, il va dire c'est fini la guerre entre les catholiques et les protestants. Il va proclamer l'édit de Nantes. Alors là, je ne sais pas si je me souviens, on était en 1589 à ce moment-là. Alors, tout ça pour dire que moi, je pensais que Lisée était vraiment prête à faire un bout pour... Qu'est-ce que la messe de Lisée? Ben, en fait, ça, exactement. Il aurait pu dire, là, le pouvoir vaut bien une messe. La messe, ça aurait été quoi, lui? Ça aurait été d'être populiste. Parce que, tu sais qu'une fois que tu joues au populisme, là, on va le pardonner à Coderre, mais on le pardonnera jamais à un indépendantiste ou un nationaliste, hein, d'accord? Mais c'est payant. C'est que de la politique. Et je n'ai cessé d'essayer de répéter à toute cette gang-là, lâchez, arrêtez d'écouter Radio-Canada. Il n'y a personne qui écoute ça. Donc, si vous faites donner le mandat de penser rouge ou bleu ou jaune ou noir, de tourner à gauche ou regarder en haut, en bas, par Radio-Canada, vous faites la plus grande erreur. Sortez du plateau Mont-Royal et parlez aux gens. Et moi, j'espérais que, même si je sais que c'est pas dans sa nature propre, qu'il joue à ça. Il aurait été fake à la rigueur. Mais la politique, allez pas me faire croire qu'en politique, c'est les gens qui sont sincères qui gagnent. Regardez Justin Trudeau. C'est un faux cul de la pire espèce. Il est au pouvoir. Mais il est allé... mais je veux dire... regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Lisée? Il est allé chercher un autre faux cul qui ressemblait un peu à la Justin Trudeau, qui s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, mais ça n'a aucun charisme, ça. Tu peux perdre sur tous les points de vue avec ça. Une cacane de soupe Campbell. Il fait des beaux selfies. Une cacane de soupe Campbell, ça peut être sexy. Non, c'est n'importe quoi. Il s'en va là, à la catastrophe. C'est n'importe quoi.
Écoute, c'est plate à dire, là, on le répète trop souvent, et je sais très bien qu'il y a des auditeurs qui vont être déçus encore, là. Mais il faut qu'il se passe quelque chose, parce que déjà, c'est écrit dans le ciel, c'est le seau d'eau. Ceux qui y croient beaucoup encore, là, au Parti québécois, dans sa forme actuelle, ça va vous faire mal. Ça va me faire mal à moi aussi, mais je m'y attends au moins. Mais l'idée, c'est aussi de passer l'indépendance, c'est de passer la souveraineté avant le parti. Puis le nationalisme il aussi. Va falloir y réfléchir à un moment donné, c'est ça. On n'enfoncera pas un référendum dans la gorge des Québécois. Là. Non, c'est trop tard. Puis là, c'est clair, puis de toute façon, la mouvance, soyons honnêtes, là. Le sentiment indépendantiste, quand même, demeure. On parle d'environ 35%, 37%, là, ce qui est un sentiment, soit dit en passant, qui est aussi, sinon plus fort que au référendum de 1980. Hein? Oui. Donc c'est toujours là. Mais ça fait en sorte quand même qu'on a une majorité de gens, soit qui s'en foutent, ou soit qui sont fédéralistes. Alors, mais mets-toi à la place de l'électeur moyen nationaliste indépendantiste. Là. Il voit que toutes ces élites, sans exception, est multiculturelle. Puis trahit ses valeurs, trahit son identité. Bon, je parle pas que du PQ, je parle de toutes ces élites. Oui, mais on est d'accord. Toutes ces élites, là, moi, je regarde là, la mentalité anglo-saxonne chez les Québécois. Fait que quand tu es nationaliste, quand tu es vraiment québécois, tu les regardes, tu dis, c'est des Anglais déguisés en gens qui parlent français. Juste sur l'affaire là, du NICAB, là, ça sort à Radio-Canada, ça sort à TVA pour essayer de nous faire pleurer sur les droits et libertés. Puis ouais, donc, t'en as parlé tantôt. Le nationaliste, il s'en calisse. Tu comprends-tu? Moi, là, tu me feras pas pleurer avec une femme qui se met un voile d'en face. Je m'en tabarnak. Puis même, à la rigueur, je vais te dire même plus. La police arrive, puis elle te met ça dans le panier à salade, là, tu vas l'enlever ton jour. J'ai même pas de problème avec ça. Je suis pas un Anglais. Tu comprends-tu? J'ai pas de problème. Moi, l'état de droit, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, dans la chambre à coucher. Peut-être pas partout, par exemple. Ça, moi, ton niqab d'en face, enlève-les. Enlève-les, j'en veux pas. Tu vas dire, c'est mon niqab, mets-les chez vous. Mets-les chez vous. Cache-toi, va te cacher. Ouais, mais j'en veux pas, ça. Mais le but, c'est d'être dans l'espace public. Non, mais mais moi, je suis pas un Anglais. Je suis pas un Anglais. Tu comprends-tu? C'est ça, être un Anglais. Mais ça, c'est une affaire. Les gens, là, qui militent en faveur de la liberté tout azimut, sans aucune limite. Non, là. Pas vrai, ça existe pas. À quoi ça sert des règles? À quoi ça sert le droit? À quoi ça sert la loi? La loi vient imposer des limites, OK? À des libertés pour que ça soit vivable en société. Mais par exemple, les autoroutes. T'as pas le droit de faire ce que tu veux. C'est un privilège d'être sur une autoroute. C'est pas un droit. Non. C'est pas un droit, là. C'est pas tout le monde qui peut aller sur une autoroute. Ça te prend un permis. On parle d'un permis. On t'accorde une permission qu'on peut révoquer en tout temps. Même chose avec un permis d'alcool. Voilà. Bon, OK. Au niveau, là, tu vas me dire, oui, mais là, c'est les vêtements. C'est pas important, les vêtements. Je dis, hey, c'est pas un vêtement. Non, mais moi, là, j'apparente. C'est un symbole. Non, c'est pas un symbole. Le niqab, la burqa, Bénard. Laisse-moi. Je peux-tu finir ma phrase? Bâtard! Ouais, vas-y! Ah ouais, sors ton patrimoine religieux. J'aime pas ça quand tu fais ça. Laisse-moi finir ma phrase. Ah ouais, vas-y! OK? Le niqab, la burqa, OK? Ce sont des symboles culturels. Ce n'est pas des symboles religieux. Ce ne sont pas toutes les musulmanes qui portent ça. Ce sont seulement que certains groupuscules de femmes dans des endroits précis où est pratiquée la religion de l'islam. Okay? Puis en passant, c'est très tribal. Absolument. C'est très tribal, pas un symbole religieux bâtard. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai le droit, je vais te donner ce que j'interdirais. Par exemple, tu as des pratiques là, chez, mettons, des peuplades là, dans le Pacifique, là, d'aller se pendre avec, en se mettant des crochets, là, se faire du bungee. De se pendre par les couilles. De se pendre par les couilles. Ben moi, là, si je décide d'interdire ça, puis que la personne dit, ouais, mais c'est ma religion, c'est ma culture, ben je vais dire, fuck you avec ta culture. Hey, t'as pas le droit de faire ça ici. En Indonésie puis en Amazonie, là, il y a des tribus là, qui pratiquent le cannibalisme. On va dire, oh oui, mais c'est pas sur des vivants. On pratique du cannibalisme sur des morts. On mange nos morts, nous autres, les honorer. C'est ma culture. C'est ma culture. Puis on exagère. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Le doigt brun, oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que quand je reviens à cette idée-là de l'électeur moyen... mais tu débordes, tu divagues. Là, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le niqab d'en face, le niqab d'en face, puis c'est pratiqué, c'est la même affaire. Je suis même pas en train de dire ça. Je suis même pas en train de dire ça. Ben là, niqab, burqa, le djihad... C'est le temps, là.
C'est même pas la question de droit ou pas droit. On parle de l'espace public. Je m'en fous dessus. Là, je veux dire, à partir du moment où tu es dans l'espace public, là, la question des services, la question des quand tu représentes un symbole d'autorité, la question quand tu représentes le gouvernement, quand tu travailles en arrière, ça c'est une chose. C'était ce qui était dit dans la charte des valeurs. Mais jamais tes questions d'espace public, là, ça n'a rien à voir. Là. Tu veux faire quoi rendu là? C'est parce que là, tu ouvres la porte à ça. OK. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux dire que c'est un symbole, puis à la limite, tu n'aurais pas complètement tort. Encore qu'il y en a beaucoup qui vont porter le voile aujourd'hui, puis que ils veulent pas endosser nécessairement tout ce que le voile a comme symbolique dans son historique. C'est où qu'on fixe la limite? Moi, la question, là, la vraie question, là, okay, c'est à partir du moment où la personne est dans l'espace public ou est chez eux, je veux dire, attention. Là, non, mais si t'es chez vous, c'est un enfer. Mais si t'es chez vous, si tu te promènes dans la rue, si tu te promènes dans l'autobus. Okay, t'as une petite fille de 13-14 ans à une école secondaire, là, puis elle arrive, puis elle veut mettre son niqab. Fais quoi avec ça? Le niqab, on parle du voile intégral, là. Ouais. Techniquement, il y a un uniforme dans l'école, si c'est permis ou si ça l'est pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On demande un accommodement raisonnable, on veut un niqab en classe. Oui, mais le niqab, de façon générale, pourquoi ce que je comprends ça pas là-dedans... Ça va se poser comme question. Non, là, ce que je comprends pas là-dedans, puis la question qui marche pas là-dedans, c'est que tu parles d'un sujet, t'es complètement hors débat. C'est même pas un débat, le niqab, il n'y a jamais personne. Non. Où c'est que tu as vu ça dans l'espace public, toi, c'est le niqab? T'es-tu déjà allé à Montréal, toi? Ben oui, certain. Il n'y en a pas des centaines, mais tu vas en voir. Ben, moi, vas-y avec ça. Va faire un tour à Cartierville. J'en ai pas vu. Va faire un tour à Cartierville. J'en ai pas vu. Présentement, j'ai pas l'impression que ça fait l'objet d'un débat. C'est-à-dire qu'il y a... OK, mais là, tu parles d'autre chose. Oui, mais attends, oui, mais là, c'est parce que moi, je trouve que ce que tu dis là, je trouve que c'est un faux débat. C'est même pas de se prononcer pour ou contre, c'est que je trouve que le débat, il n'y a même pas lieu présentement. Pourquoi qu'on peut pas en parler? Ben, tu peux en parler si tu veux. OK. On peut parler des extraterrestres aussi. On peut dire que Chris, il n'y a pas de stationnement d'extraterrestres à côté de l'école. Tabarnak, je veux pas d'extraterrestres. Ben oui. Puis s'il arrive quelqu'un et dit oui, il a le droit à l'extraterrestre, ben là, ça part. Ben oui, mais c'est ça. Là où je vais trouver un accord avec toi, c'est que c'est sûr que, puis ça fait partie de mon François, il prend des postures libérales ce soir. Le Parti libéral a... Non, mais il a fait exprès. Non, mais... Ben oui, le Parti libéral a fait exprès pour sortir ça. Ça, c'est comme c'est une grenade. Le Parti libéral a envoyé ce qu'on appelle une grenade. Et tout le monde l'a bien vu, ça. Moindrement que tu es intelligent, tu le vois que le Parti libéral a envoyé une grenade. Ben, c'est pour ça que mais une fois que la grenade est là, reste pas là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trou. Mais et là, la c'est grenade... pour ça que je trouve que ce qui est le plus simple à dire là-dedans, c'est que c'est carrément un faux débat. C'est pour ça qu'au début, j'ai pas compris c'était quoi l'histoire des autobus. Il y en a jamais été question. Ils ont diabolisé la charte, puis là, Mme Vallée est en train de dire que non, faut qu'elle porte son voile dans le boss. Puis là, ce matin, elle s'est rétractée en disant que non, c'était pas ça. Ben ouais, c'est quoi ce débat-là? Mais tu vois que c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pour ça que je trouve ça inutile. Le débat, je l'ai ramené comme ça, mais c'était pas pour parler de ça. C'était pour parler de populisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire de la politique, il va avoir mon discours. Ah, c'est sûr, il va faire attention. Il ne le dira pas comme moi, mais il va faire des gains politiques incroyables. Parce que c'est pas, le populisme va gagner. Et c'est toute ma déception d'avoir vu que Jean-François Lisée n'a pas pu... Hey, sa game, là, qui lui, là, dans sa tête, il a pensé que... Parce que c'est très blessant pour les militants du PQ. Il s'est dit, je vais la jouer populiste pour gagner la chefferie du PQ, mais ça ne pourra pas sortir. Ça ne marchera plus une fois à l'extérieur. Au contraire. Il y a des gens qui commençaient à parler de ça à l'extérieur des cercles du PQ, des positions qu'ils avaient prises lors de la course. Et là, le cave s'en va, tout mettre ça de côté, puis rétro-pédaler, puis pouvoir passer. Là, il avait honte de le dire. Il était pas à l'aise. Ah, c'était incroyable. Il sentait démagogue. Il sentait pas bien. C'est ça, il sentait hors sujet. Et c'est dommage. C'est du stationnement pour les extraterrestres. C'est dommage, mais c'est... Écoute, un gars qui a le moindrement de charisme, il est moindrement connu, qui arrive avec un programme que je lui ai écrit, là, comme ça, là, paf, là, j'y donne 6 mois, puis il lessive le Québec. Juste à être populiste un peu. Aussi simple que ça. Et la CAQ est vraiment pas assez forte de ce côté-là. Et là, tu vas aller ramasser, mon gars, toutes les régions. Tu vas aller ramasser le 4-5-0. Il faut que tu lâches aussi le logiciel de gauche, là. Il faut que tu le lâches bien raide. Les gens qui sont dans le 4-5-0, on peut rien savoir de ça. Quand tu gagnes, des fois, là, 38 000 $ par année, tu vas en région, ouais, non. Tu as des revenus familiaux, des fois, là, qui ne dépassent pas 50 000 par année. Puis là, après ça, on te demande, comme ici, les policiers vont demander, là, s'ils gagnent au-dessus de 100 000 $, mais même puis là, ils vont demander, là, des augmentations
augmentation parce que sous l'ancien maire corrompu, il y avait 10-15% d'augmentation. Mais par même année. là, c'est fini, les gens sont écœurés. Mais même là, c'est une instrumentalisation du débat, une instrumentalisation de la gauche. Tu sais, on parlait de Rousseau oui. tantôt, puis on disait que c'est l'interprétation. T'es en politique, il y a de l'instrumentalisation. Oui, mais il y a la gauche et la droite. Là. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, justement, de dire, quand tu parles de gauche ou de droite, c'est que tu reprends ces termes-là. Je comprends, là, si on veut être en politique, t'as plus le choix d'utiliser les termes à un moment donné, mais il reste quand même que c'est de l'appropriation. Pourquoi que ça serait le Québec solidaire qui se serait approprié la gauche? D'où ça vient, ça? On a toujours été de gauche au Québec. C'est pas à gauche, c'est de l'extrême gauche. Non, mais on a toujours... Oui, c'est ça. C'est de la gauche radicale. À défaut d'être extrême. Alors là, faut pas exagérer non plus, parce que de l'extrême gauche, souvent, on qualifie... Parti communiste là-dedans, OK? On s'entend, là? C'est une des factions à mais l'intérieur. Là, on n'est pas au main rouge Québec non solidaire. plus. Oui, mais regarde, c'est des socialistes, c'est des communistes, puis regarde, rendu là... C'est le début de la gauche foncée. On est dans la gauche radicale. On est dans la frange radicale. Ah non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire... Dans l'ancienne gang du Black Bloc, tes anarcho-socialistes, communistes... Mais ça aussi, je pense que c'est de l'instrumentalisation. Mais ça aussi, c'est de l'instrumentalisation, puis je pense que c'est une erreur de grimper des rideaux à cause d'eux autres. C'est des microbes. C'est rien. C'est juste qu'ils en font un show à chaque fois. Puis ça, faut le dénoncer. Les médias en font un show. Il arrive une petite niaiserie, puis ils présentent ça. Regarde la question du faut les doigt, arrêter. comment ils en ont parlé. Là, on fait de la politique. On fait de la politique, OK? Exact. Puis en faisant de la politique, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le PQ, t'allais cruiser ça. Ouais. C'est comme si j'allais cruiser Lénine. Mais ça veut dire, si j'étais lisé là-dessus, je dirais que carrément, écoute, depuis quand que le Québec solidaire aurait le monopole de la gauche? Le PQ a toujours été un peu plus... Quand je dis à gauche, là, je veux dire que tout le monde a toujours eu des services. Tu sais, on est pour la gratuité scolaire, on est pour la social-démocratie. Là, faut démêler les affaires. T'as la gauche puis la droite économique, puis t'as la gauche puis la droite sociale. Oui, mais capitaliste, on s'entend qu'on est au Québec, antérieurement, on est des capitalistes. Dans ce cas-là, François, je vais l'expliquer pour les auditeurs aussi en même temps. Quand Claude Veilleux va parler de gauche-droite, de quoi il parle? Quand je parle de gauche-droite, je parle de la Révolution française. C'est de là que le terme vient. D'accord? C'est qu'ils ont improvisé une salle, dans la salle du manège, où les députés se sont présentés. Et les plus conservateurs se sont placés à droite. Ceux qui ne voulaient pas la grosse révolution, puis tout le chamboulement se sont placés à droite dans la salle. Et les révolutionnaires se sont placés à gauche. Donc, pour moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Pour moi, je suis à la rigueur, on va me taxer souvent d'être réactionnaire. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Moi, par exemple, sur l'indépendance, je pense que c'est un acte bourgeois, l'indépendance. Faire un pays, ça ne viendra pas par la révolution socialiste. Et ça a été tout le problème de l'indépendance depuis les années du Québec, depuis les années 60, parce que ça a été monopolisé. D'abord, c'est venu par la gauche. Parce que c'est plate. C'est ça. Je respecte beaucoup de gens qui viennent de là. Les pays dans le monde qui sont devenus des pays indépendants, en tout cas pour la presque totalité, c'est ceux qui ont été capables de négocier. C'est des mouvements de droite ou de centre. C'est pas des mouvements de la gauche. C'est surtout des gens qui ont été capables de négocier. On s'entend que c'est des mouvements bourgeois. Donc, à chaque fois que je vais dire gauche-droite, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Et là, par exemple, je suis pas contre le fait qu'on partage la richesse et tout. On est ailleurs, là. Mais quand je parle de gauche-droite, je parle révolution, ça c'est la côté gauche, on veut réformer la société. Quand je parle beaucoup contre tous les lobbies là, transgenres, puis multiculturalistes, puis inclusifs, puis color blanc, c'est tellement pas gauche-droite. Valérie Plante, quand je dénonce ça, c'est de la gauche. De la gauche révolutionnaire. Ça peut être une gauche de salon, comme tu voudras. Peut-être qu'ils parviendront pas à le faire. Mais moi, personnellement, je suis contre ça. Et quand je me prononce même pas à savoir. C'est même pas question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est comme tu dis, c'est une gauche de salon. Non, c'est que c'est... Non, mais c'est pas une... je trouve qu'on instrumentalise beaucoup. Non, mais elle est influente, là. Elle est influente, là. Écoute, le Québec solidaire, là, qui ont commencé par tasser les gens du PQ, dans une élection, je me souviens qu'il y a un ouvrier qui se présentait dans le plateau Montréal, qui a fait du porte-à-porte comme ça avait pas de bon sens, un syndicaliste, tout ça, là, qui représentait une certaine gauche plus affiliée au PQ, tout ça, plus ouvrière. Mais cette gauche-là, ouvrière, on oublie ça, c'est fini, là. Ça n'existe plus. Non, mais je te celle qui la représente, c'est une gauche révolutionnaire qui sont rendus dans la révolution des mœurs. Puis
Puis là, c'est sûr, quand tu lis leur programme, ils veulent vraiment, écoute, là, ils veulent nationaliser tout, là. Nationaliser tout ce qui est mine, nationaliser tout ce qui est... tu comprends? Tu sais, c'est de la folie, là. Tu sais, juste, on prend les mines, par exemple. Juste dire que tu vas nationaliser toutes les mines, c'est impossible. C'est une incompréhension totale du monde, comment ça fonctionne. Parce qu'une mine, d'accord, pour être capable là, de faire en sorte qu'une mine, à un moment donné, va produire, va extraire le minerai, c'est qu'il va y avoir tellement d'argent qui va avoir été investi là-dedans au moyen d'actions, puis de toutes sortes de choses, de Warren, puis en donc, par des gens qui spéculent, que c'est ça qui crée une certaine activité et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu en as une qui voit le jour. Mais de nationaliser les mines, ça marche pas. À moins, la seule chose, tu nationalises pour pas l'exploiter. Ah, là, c'est autre chose. Par exemple, toi, tu es contre, tu es plus naturaliste, mettons, plus écologiste, plus pour l'environnement, puis tu veux pas qu'on exploite la mine, puis là, tu t'élèves contre ça, c'est une chose, mais allez lire le programme de QS. Donc, je reviens à ceci, que le PQ fasse juste une cruise avec ça, bon, on oublie le projet, là. D'accord? Quand moi, je vois des affaires comme Valérie Plante, là, vouloir prendre la mairie à Montréal, là, puis je sais d'où elle vient, je sais les messes qu'elle a faites pour se culpabiliser d'être une blanche, là. C'est du grand n'importe quoi. Alors, le PQ a cruisé ça. C'est comme si ton chum, là, qui est super beau, qui s'en va cruiser quelque chose là, qui a aucun rapport, là, qui est là à mort, tu sais, non, mais vraiment, Manon Massé, là, arrêtez-moi avec ça, là. Ils lui font une vedette avec ça. C'est un Yeti, hostie. Oh, mais il y a une beauté non, mais vous dites, non, mais là, c'est sérieux. Tu comprends là? pas la beauté intérieure. Non, je dois pas comprendre, mais ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Hey, donc, il est 8h45, Christian, puis on n'a même pas parti ta chronique. Comment ça se fait que tu parlais, toi, tantôt, là? T'avais même pas le droit de parler. Ah, je sais bien. Bon, on passe ça, cette petite chronique-là? J'ai oublié que j'animais une émission. Ouais, on s'est pas mal étendu sur un sujet. Là. Ouais, mais tu sais que là, ce qu'on fait, on fait pas mal. On a quand même à pied levé. Là, je sais pas, on est en train de faire quand même un travail. On avait le gros du chroniqueur qui est pas là en ce moment. Là. Moi, je trouve qu'on a pas mal sorti évidence ce soir. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, on sent que ça faisait longtemps, là, écoute, depuis le mois de juin, la dernière fois, là, ça fait du bien. Claude, il y avait bien d'évidence à sortir à soir. Toi aussi, écoute, je t'ai écouté, puis t'as sorti ton grand patrimoine religieux en plus de ça. J'ai fait quelques brèves interventions. Alors, sujet suivant. Attends un peu, on va y aller avec sa chronique, là. On va y avoir une petite chance de parler. Hein? Ouais. Bon. Alors, pour ma super chronique qui durera moins de 10 minutes, donc, moi j'irai avec un volet économique parce qu'en fait, on a couvert pas mal le politique, l'historique, le culturel. J'aurais peut-être en fait économique et international si on a le temps. Alors, économique, moi je voudrais revenir, je voulais parler rapidement des omnipraticiens. Alors, vous savez que les médecins omnipraticiens, on parlait d'1 milliard là, qui était pour recevoir en enveloppe pour leur excellent service. Bon, écoutez, des médecins omnipraticiens, ils travaillent de nombreuses heures pour beaucoup d'entre eux, méritent un salaire d'être rémunéré de façon juste et adéquate, mais quand on regarde tout ce qui s'est fait dans notre société et toutes les coupures qui se sont opérées dans les dernières années, et que là, on voit qu'ils ont reçu augmentation par-dessus augmentation par-dessus augmentation, sans oublier le fameux 800 millions là, qui avait été donné par erreur, qui n'a jamais été récupéré. Et là, c'était 1 milliard, et là, on vient de s'apercevoir que c'est pas 1 milliard, c'est 1 milliard 600 millions qu'il aurait accordé en plus. Et ça coûte bien cher. Et ce n'est pas le seul montant. Le montant sera encore plus important que ça. Donc, d'ici 2018-2019, qui devra leur être accordé, il devra avoir un autre rajustement qui va s'ajouter à ça. Écoutez, quand on considère le coût de la vie au Québec, combien ça coûte s'acheter une maison, combien ça coûte s'acheter une pinte de lait, un pain, aller au restaurant, par rapport à ce qui existe dans d'autres provinces, par exemple en Ontario notamment, je pense qu'il y a présentement une sur-rémunération à l'égard
des médecins en général, que ce soit des médecins spécialistes ou des omnipraticiens. Je comprends aussi qu'il y avait une volonté de créer une rétention de ces médecins-là, de les garder au Québec. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il va falloir en donner un petit peu à d'autres classes, puis il va falloir comme augmenter la qualité des services. Ça, c'était fait, selon Barrette, selon son projet, dans le but avoué d'augmenter, le nombre de patients vus par ces médecins-là, et 2, d'augmenter la qualité des services offerts par ces mêmes médecins. Or, c'est un double constat d'échec. On s'aperçoit aujourd'hui que non seulement les médecins ont pris seulement que légèrement plus de patients, mais ils ne sont pas plus vus. Ou s'ils sont vus beaucoup moins longtemps. Et deuxièmement, au niveau de la qualité des services, il n'y a pas nécessairement une augmentation de la qualité des services. Alors, c'est un échec pour mais tu sais que c'est un échec de micro-gestion. Hein. Oui. Il fait ce qu'on appelle la microgestion. Barrette, lui, il va aller s'impliquer directement. Il peut aller voir là, demain matin, puis prendre le téléphone, ou aller voir un chef de programme, dire « Hey, t'as pas atteint tes cibles. » Oui. On appelle ça de la microgestion. Oui, c'est presque... On se croirait presque chez Toyota là, avec le plan Lean de gestion. Parlant de Lean, c'est probablement pour ça que Barrette a perdu substantiellement suite à sa chirurgie bariatrique. Oups, fallait-tu le dire. Alors, j'aurais peut-être le goût de sauter sur un sujet à l'international et de revenir finalement en économie internationale. Écoutez, il y a des rumeurs. En fait, il y a une déclaration qui a été faite par Elijah Wood, un acteur américain, entre autres qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, là, celui qui faisait le Hobbit, faisait le Hobbit. Là. Et lui, dans le fond, il nous fait part du prochain grand scandale qui va sortir. On a eu... et ce scandale-là, c'est la pédophilie. Voilà. Alors, vous savez, on a parlé d'agression sexuelle, ça a fait énormément de vagues, ça continue d'en faire et ça va continuer d'en faire encore pour plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Mais la pédophilie serait un phénomène qui est très, très, très répandu à Hollywood notamment. Et j'ai même eu des échos dans des officines politiques, en politique américaine, où il y aurait effectivement une classe de personnes qui s'adonneraient à des agressions sexuelles sur des mineurs. Et Elijah Wood a fait des déclarations à cet effet aujourd'hui ou hier. Et j'avais aussi capté l'entrevue avec un acteur, je dirais dans la trentaine, malheureusement j'oublie son nom. C'est un extrait que j'avais attrapé d'un talk show américain où il exposait justement le fait que c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Il disait, moi à l'époque j'avais 13-14 ans et à 13-14 ans, tous mes amis avec qui je me tenais, qui étaient tous des acteurs, avaient tous été agressés ou abusés sexuellement par des producteurs, par des réalisateurs hollywoodiens. Il dit, moi, j'étais un des rares à ne pas avoir été abusé. Des parents autour qui surveillaient tout. Là. Puis il n'osait pas nommer les gens qui étaient derrière à ce moment-là. Mais je pense que là, on va avoir des noms qui vont sortir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je pense que ça, autant que pour les agressions sexuelles, ça doit être dénoncé, autant que quand on parle de crimes de pédophilie, on parle, selon moi, quelque chose d'encore plus grave si c'est possible. Parce qu'on parle littéralement comme de scraper la vie d'un individu pour le restant de sa vie. Là, tu vas me dire, ouais, mais l'agression sexuelle, c'est un petit peu la même chose. Oui, mais chez un adulte est capable d'en prendre un bout puis de vivre avec. Mais la pédophilie, on s'entend que là, regarde, t'es complètement démuni. Tu sais qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose en ce qui concerne la pédophilie. Moi, ça fait des années que des fois, quand je vois que quelqu'un est prêt à parler de ces choses-là, j'essaie de dire, ouais, mais il va falloir qu'à un moment donné, on se déniaise puis qu'on dénonce ça parce que, tu sais, tout à l'heure, je parlais de faillite du système judiciaire, mais là, on parle au plus haute sphère de la politique. Et ça date pas de 2 ans, là. Tu sais, aller taper la comtesse c'était-tu Montespan, là? C'est la femme de Louis XIV, la chambre ardente. Ça fait longtemps là, qu'il y a toutes sortes de trucs qui se font qui sont assez dégueulasses là, du part du politique. Et comme c'est des gens qui sont haut placés et qui se protègent entre eux, vous allez voir que ça va peut-être être un peu plus difficile de rentrer dedans parce que psychologiquement, les gens sont très mal à l'aise de parler de ça. Ils font comme si ça n'existait pas. Et je peux le comprendre. Et j'espère qu'on va faire des sorties aussi fortes, sinon même plus fortes,
que qu'est-ce qui s'est fait à l'endroit des agressions sexuelles qui sont inacceptables et qui doivent être effectivement dénoncées. Mais quand on parle de gestes de pédophilie, il y a tellement de tabous autour de cette question-là. Il faut, sans ménagement, sans réserve, sortir, dénoncer et avoir des accusations criminelles à l'endroit de ces crottés-là. Donc, c'est ces Ils sont gens-là souvent aux plus hautes sphères des États. Hein? Oui. Oui, mais justement, sans ménagement. Sans ménagement. Alors, écoutez, nous en arrivons à la fin de notre première émission. Il semble que notre chroniqueur sportif, M. Sirois, nous a fait faux bon. C'est ça. Se sera perdu en chemin. Alors, nous allons clore là-dessus. Alors, dans un moment, suit le Journal du soir avec François Saint-Louis. Je ne sais pas si Steve Fortin est encore là le mardi soir. Je prends pour acquis que oui, alors j'imagine qu'ils nous suivront dans un instant. Je tiens à remercier mes chroniqueurs, Claude Veilleux. Et François. Et François qui a notre agi. Technicien. Oui, qui a agi à titre de chroniqueur improvisé et qui est notre technicien maintenant. Donc, qui continuera de façon sporadique et spontanée à intervenir au sein de notre émission. Alors, nous espérons sincèrement que vous avez eu autant de plaisir que nous ce soir. Excellente fin de soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Salut bien. Hey.